Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le premier podcast du Seigneur des Anneaux, la série. Pour l'animer, je suis en présence d'Anne-Marie, Bonjour. d'Adrien Bonjour à tous, content de vous revoir. et de Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ceux qui nous connaissent, pour la plupart, à part peut-être pour Anne-Marie, on faisait partie d'un groupe sur Facebook qui s'appelle Bibo le Hobbit, le groupe Facebook. Et on a fusionné récemment avec une page qui avait été créée par Tayeb à l'époque, pour ceux qui connaissent notre groupe, qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, la trilogie. Alors je vais vous laisser vous présenter, honneur aux dames, donc Anne-Marie. Alors, rebonjour. Alors, vous me connaissez peut-être pas pour certains d'entre vous sous le nom d'Anne-Marie, mais sous le nom de La Dame, parce que j'ai un blog qui s'appelle Chez La Dame et où j'ai fait pas mal de billets sur la série Game of Thrones. Donc, certains me connaissent peut-être par rapport à ça. J'ai aussi sur ce blog quelques billets sur le Hobbit et le Seigneur des Anneaux également, qui est un sujet qui me passionne depuis longtemps. La première lecture remonte à l'âge de mes 12 ans. Un moment où je suis tombée dans le bain de Tolkien. Le chaudron, comme dirait Tayeb. Dans le chaudron de Tolkien, exactement. Anne-Marie, tu fais quoi dans la vie? Alors oui, je suis prof de lettres et d'histoire-géographie en lycée professionnel. D'accord. À toi, Guillaume. Oui, donc, moi, vous me connaissiez pour ceux qui étaient là à l'époque sur l'ancienne page. Donc, moi, je suis chocolatier confiseur. J'ai pas tellement bougé depuis l'époque de la première page. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Adrien. Voilà, vous me connaissez, je suis là depuis quelques années. Je faisais partie de l'équipe de Bilbo le Hobbit, le groupe Facebook. Voilà, je suis toujours là. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis dans la com, je suis spécialiste en communication. Et puis voilà, je suis ravi de pouvoir revenir au turbin avec cette nouvelle série sur le Seigneur des Anneaux. Et puis on va essayer de bien vous tenir au courant de tout ça et puis de faire des analyses aussi pointues et professionnelles qu'à l'époque de Bilbo le Hobbit. Grâce à la direction qui nous est donnée par David. Merci David. Présente-toi David. Qui es-tu, David? Moi c'est David. Pareil, en fait, je suis le créateur de Bilbo le Hobbit, le groupe Facebook. On a officié pendant presque 5 ans, il me semble, à l'époque, avant le lancement du film lui-même, en fait, du premier épisode, et jusqu'à la sortie de la version longue de la bataille des 5 armées. Ouais. Je ne sais pas si à l'époque j'étais déjà... j'étais vendeur, mais là je suis vendeur chez Ikea. Entre-temps, j'ai eu un enfant, une petite fille, ce qui explique que j'ai beaucoup moins de temps. Voilà. On va commencer par le commencement. Peut-être expliquer rapidement le but de la page. Donc oui, les buts de la page, écoutez, je pense qu'on va partir un peu sur le même principe que sur notre ancienne page de Bilbo le Hobbit, qui était c'est de tenir un peu au courant de tout ce qui se passe, de peut-être avoir quelques exclus, de vous donner un peu des informations sur la production de la série déjà, dans un premier temps. Et après, lorsque les épisodes vont sortir, de vous tenir au courant des épisodes, faire des analyses sur les épisodes. On va aussi faire un gros travail, je pense, sur tout ce qui est bande-annonce, teaser, trailer, comme on faisait à l'époque de Bilbo le Hobbit. Si jamais il y a des journaux de production, il faut voir, parce que maintenant c'est un peu plus rapide, mais disons qu'à l'époque, les journaux de production n'étaient pas traduits. Et en fait, ce qu'on faisait, nous, c'est qu'on récupérait le fichier vidéo et on créait des sous-titres, en fait. Pareil, on faisait ça aussi pour les bandes annonces. Mais maintenant, en tout cas, pour les bandes annonces, des fois, c'est quasiment instantané. Il y a la VF, la VOST et la VO qui sont disponibles à peu près au même moment. Donc, en fonction de ce qui va se passer, en fait, on fera aussi un petit travail de traduction. Voilà. Je précise en fait que notre page, elle ne parle pas que du Seigneur des Anneaux, la série, mais de l'œuvre de Tolkien en général. Et on postera des petites images insolites, des créations, des illustrations, des mèmes, des choses comme ça sur la page pour l'animer. Voilà. Et puis Et donc on va aussi proposer régulièrement des podcasts comme celui-ci, basés encore une fois sur des formats qu'on avait utilisés lors de l'administration de la page Bilbo le Hobbit de groupe Facebook. Donc des podcasts qui vont traire à l'actualité de la série pour le coup. Et lorsque les épisodes vont sortir, je pense qu'on en fera à chaque fois pour décrypter un peu l'épisode, les secrets, ce qu'on a pensé, etc. Avis. Voilà. Je vais juste signifier que notre équipe, on n'est pas que nous 4. Il y a d'autres personnes qui en font partie, dont plusieurs anciens de la page Bilbo le Hobbit, dont d'autres gens aussi qui sont rajoutés. Donc ils ne peuvent pas être tous là parce que forcément on est tous plus vieux et on a tous plus de responsabilités. Mais voilà, on est 7 ou 8, quelque chose comme ça. Il y a Tayeb, il y a Nicolas. Raphaël. On n'a pas réussi à retrouver Florian, donc on fera peut-être une petite alerte enlèvement ou un perdu de vue pour le retrouver. Il est très difficile à joindre. Par mail, par Facebook, il a disparu.
Voilà. Voilà. On nous l'a pas enlevé. Avez-vous vu cet homme? Alors, on va peut-être commencer par le commencement. De quoi va parler la série exactement? En fait, il faut savoir que le titre est peut-être un peu trompeur parce que ça s'appelle, pour l'instant, ça s'appelle Le Seigneur des Anneaux, la série, je crois, tout court. Hein. Il n'y a pas de titre définitif, mais d'après les premières rumeurs, en fait, le contexte sera en fait le second âge de la Terre du Milieu. Donc, c'est-à-dire que Le Seigneur des Anneaux lui se déroule au troisième âge et celui-ci au second âge. Ah, peut-être quelqu'un veut se coller peut-être pour expliquer aux gens quand commence le second âge et quand il termine. Sur la capture de Morgoth Par les Valar. par les Valar, oui. exactement. Et la fondation de Numénor. Voilà, c'est ça. Et il se termine avec la guerre de la dernière alliance, où on Qui a été voit représenté dans le Seigneur des Anneaux, exactement. Isildur achever Sauron. Ça, tout le monde connaît en fait, mais en fait, pour la création de Numénor, hein, pour situer rapidement, en fait, il y a eu des alliances, on va dire entre guillemets, de grandes maisons. À l'époque, il y avait des grandes maisons hommes, des grandes maisons elfes, etc. Et en fait, il y a deux personnages, donc femme et homme, et Elendil qui est Elwing, donc un couple. Donc Elendil c'est l'homme et Elwing la femme, qui ont été plaider la cause des peuples de la Terre du Milieu, en fait, pas forcément que des humains ou des elfes. Et parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au bout d'un moment, les Valar se sont séparés complètement des enfants d'Ilúvatar, donc à savoir les elfes et les hommes, et qu'ils ne voulaient plus avoir affaire à leur guerre, en fait, ils ne voulaient plus intervenir dedans. Sauf qu'ils étaient vraiment dans une situation critique, et ils ont traversé une mer qui était jonchée de pièges, etc. Donc normalement, théoriquement, l'île de Valinor ne devait plus être accessible par les humains, mais Elendil et Elwing ont réussi cette épreuve, et ils ont été plaider leur cause auprès des Valar, qui sont les dieux de la Terre du Milieu. Et du coup, donc ils sont intervenus, ils ont capturé Morgoth, et pour remercier Elendil et Elwing, ils ont proposé à leurs enfants, en fait, de choisir leur inclinaison, c'est-à-dire s'ils préféraient être des elfes ou des humains. Alors, il faut savoir que les enfants d'Elendil et Elwing, ça peut vous parler, c'est Elrond, l'Elrond du Seigneur des Anneaux, de Bilbo le Hobbit, etc. Et donc Elros, qui est son frère, mais qui lui a choisi plutôt d'être un humain. Mais ces humains, en fait, sont particuliers, parce que c'est des humains, en fait, qui ont une longévité plus longue que des humains classiques, et qui ont pas des pouvoirs, mais des facultés particulières, comme ils peuvent voir très loin. Ils ont beaucoup vécu avec les hauts elfes, etc. Donc du coup, ils ont vraiment c'est un peu des capacités un peu surdéveloppées. C'est un peu la différence entre un elfe et un haut elfe, en fait, pour vous donner une idée. Et donc, du coup, les descendants d'Elros sont Isildur, Elendil et Aragorn, par exemple. Ce qui est vraiment le fil rouge un peu de ce second âge, c'est vraiment l'histoire de Sauron, en fait, qui, avec le forgeage des anneaux, donc, avec Celebrimbor ou Celebrimbor, je sais pas trop comment on prononce. Celebrimbor. Donc c'est surtout ça, c'est surtout Sauron, voilà, qui commence à vouloir faire la guerre, qui se fait un peu ramasser la gueule. Du coup, il devient, il fait genre qu'il est gentil, puis il apprend du coup aux elfes à forger les anneaux. C'est la forme de Anatar, pour ceux qui ont vu les rushs du Seigneur des Anneaux, alors le Retour du Roi. Du Retour du Roi, exact. Une forme, en fait, c'est un genre d'elfe avec une aura très lumineuse, etc. Et qui est particulièrement bien représenté dans le jeu vidéo de l'ombre du Mordor. Pour ceux qui ont fait le jeu, oui. Ouais, je te cache pas, bon, c'était un jeu sympathique, mais... Les dieux ont une particularité, en fait. Bon, à savoir que Sauron, c'est un Maillard, donc il y a les Valar, donc il y a Eru, donc c'est le dieu des dieux, en fait, c'est lui qui a créé un peu tout. Après, vous avez les Valar, donc c'est les dieux. Vous avez les Maillards, c'est des dieux de rang inférieur qui servent les Valar. Morgoth, en fait, c'est un Valar, donc qui était méchant, on va dire. Ah oui, mais... Ouais. Et Sauron, en fait, c'est un Maillard, donc c'est une divinité, en fait, inférieure, entre guillemets. Un rang en dessous. Voilà. En fait, Sauron, c'est le N-1 de Morgoth. Voilà. Et si vous voulez, en fait, la particularité des dieux, en général, les Valar comme les Maillards, en fait, c'est de pouvoir revêtir l'apparence qu'ils veulent, en fait, en fonction de leur humeur. Ils peuvent être... je pense qu'ils ont... De base, ils n'ont même pas de sexe, en fait. Ils peuvent être hommes ou femmes. Ils peuvent être... ressembler à une montagne, à une araignée, à ce qu'ils veulent, en fait, en gros. Donc c'est pour ça qu'en fait, Sauron, en fait, en tout cas quand il pouvait encore, il pouvait revêtir une apparence très très gentille, celle d'Anatar.
Voilà, donc il y a une partie voilà, de cette chronologie du second-âge qui concerne Sauron. Donc Sauron, Menteur du Milieu, qui s'occupe voilà, de l'anneau unique, qui s'occupe des anneaux. Il y a une partie qui se concentre vraiment sur Numénor, avec voilà, ce royaume des hommes qui était un peu, qui se prenait un peu pour des dieux en fait, et ce qui a causé leur perte. Parce Voilà, que, c'est un peu climatisé, mais oui. Mais bon, voilà, Oui, c'est ça. c'est un peu C'est ça. ça. c'est il y a que- une particularité à dire tout de suite, en fait, c'est que le problème du second âge, c'est qu'il se situe aussi bien dans le Silmarillion, en version plutôt développée, que dans le Seigneur des Anneaux, donc dans ses Impadis. À savoir que la série, ou en tout cas tous les droits qui ont été vendus pour des adaptations cinématographiques ou télévisuelles, Mhm. en fait, c'est sont basés uniquement sur le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit. Donc, c'est-à-dire les showrunners, en fait, les scénaristes vont devoir broder autour de ça par rapport aux éléments qu'ils ont déjà. Petit exemple pour vous expliquer, dans le Hobbit, en fait, toute la partie sur Tror, Bataille des Anneaux bizarres, etc., en fait, c'est des choses qu'il y avait dans les Impadis du Seigneur des Anneaux, dont ils se sont servis, en fait, pour compléter le Hobbit. Il y a plusieurs choses qu'on voit apparaître au second âge, qu'on connaît, notamment voilà, les havres gris, comme on a dit tout à l'heure. Il y a les mines de la Moria, qui sont au fait de leur puissance en fait, à cette époque-là. Oui. Donc il y a Numénor, qui est vraiment un royaume humain extraordinaire. Hein. Pour info, les Numénoriens, c'est eux qui ont construit la Porte Noire, qui ont construit Minas Tirith, etc. Donc, Il y imaginez à quoi- a les régions, Région. qui est à ce moment-là dirigé par Gil Galad. C'est à ce moment-là aussi que Barad-dûr est construit. En fait, ça va être intéressant parce que ça va être cette époque-là où on va pouvoir voir un peu tout ce qu'on a vu dans le Seigneur des Anneaux, mais vraiment au fait de leur puissance, quoi. L'apparition des Nazgûl. Voilà, donc va y avoir pas mal de lieux et de choses qui vont être, à mon avis, intéressantes parce qu'on les a déjà vus et on va pouvoir les voir dans un autre, voilà, dans un autre environnement avec vous voyez, par exemple, j'imagine Minas Tirith. Peut-être que Minas Tirith avec plein de gens dedans. Normalement, c'était Minas Anor et Minas Ithil, en fait, je crois. Oui. Oui, C'est ça. c'est leur nom originel, exact. C'est pas que Minas Morgul en fait soit que Minas Ithil, je crois, devienne Minas Morgul parce qu'en fait elle a C'est été ça. prise C'est tout à fait ça. par les Le roi Nazgûl. sorcier, par le roi sorcier même. Ouais. Et du coup en fait on verra peut-être justement Minas Ithil dans sa version pas dark on va dire. C'est bien en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a vues déjà dans le Hobbit, dans le Seigneur des Anneaux, qu'on va voir sous une autre version. Donc ça permettra un peu d'accrocher les fans du Seigneur des Anneaux, mais pour ceux qui ont éventuellement pas lu les bouquins, je pense. Oui. Et après, le lore sera enrichi par de nouvelles choses. En fait. Et bon, rien que le fait que simplement on sache que Numenor, en fait, c'est un peu les origines d'Aragorn, dans l'absolu, c'est intéressant, en fait. Oui, parce qu'au-delà des lieux, il y a aussi, voilà, par exemple, peut-être que les pierres de vue, les palantirs, peut-être qu'on en aura parlé. Alors, la création, non, parce qu'ils ont déjà créé depuis longtemps. Peut-être qu'ils vont être présents, peut-être qu'il y aura une utilité, peut-être qu'on va avoir plus de choses. On voit les elfes en donner aux Numénoréens, en fait, pour communiquer, en fait, justement, Oui. entre les différentes parties de la Terre du Milieu, en fait. Ça, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'il pourrait y avoir. En tout cas, c'est ce qui se passe, en tout cas, au second âge. Alors après, est-ce que la série va partir sur ça? Est-ce que là, c'est maintenant qu'on va pouvoir un peu débattre, je pense? Alors, juste pour commencer, bon, pour ceux qui ne le savent pas, la série est produite par Amazon Prime. Ça fait pas longtemps en fait qu'ils se sont lancés dans le streaming, ils ont voulu concurrencer Netflix. Et pour l'instant, bon, ils ont des séries, bon, ils ont pas le catalogue aussi étoffé que celui de Netflix. Alors toi, Guillaume, tu as eu l'occasion de voir quelques-unes de leurs séries. Tu m'as dit tes retours sont plutôt positifs, à savoir que les séries sont plutôt de bonne qualité. Tu peux peut-être un peu développer? Oui, donc j'ai vu 4 séries Amazon jusque-là. Donc, alors, pardon pour l'anglais, hein. Retairo avec Orlando Bloom, qui est une série un peu héroïque fantasy, punk, assez intéressante. Il y a The Boys, qui est une série tirée d'un comics et qui est en fait l'inverse de Marvel, quoi, où les super-héros finalement sont Des raclures. grand majoritairement des raclures. Il y avait The Hunter, donc une série sur la chasse aux nazis aux États-Unis. Al Pacino, c'est ça? Ouais, avec Al Pacino. Et Cannibal Row, c'est avec Orlando Bloom et Cara Delevingne, il me semble, pour les acteurs les plus connus. Oui, Oui, c'est ça. exact. Alors, Et après, globalement, oui.
Qu'est-ce Est-ce qu'il y que, avait du coup, par rapport à Netflix, c'est plutôt pro, je crois, comme production. Ah, c'est très professionnel, ouais. Honnêtement, bon, on va Ils ont pas les faire de la moyens. Amazon a les moyens de faire des belles choses. Ce qui est prometteur, parce que on sait qu'Amazon veut faire de la série du coup du Seigneur des Anneaux vraiment leur fer de lance, Leur ce Game qu'ils of vont Thrones, vendre. peut-être. Ouais, exactement, ce qu'ils Leur vont Game of vendre. Thrones, Et donc on peut se dire effectivement ils vont mettre les ils moyens. Et veulent. puis, C'est vraiment ce qui va les lancer, enfin entre guillemets les lancer, non pas vraiment, mais qui va taper fort face à Netflix. Juste pour qu'on se fasse une petite idée, parce qu'en fait, il me semble que pour l'instant, on n'a pas l'info sur le nombre d'épisodes que va comporter une saison. À savoir qu'il y a déjà une deuxième saison qui a été commandée avant même que la première ne sorte. Hein. C'est un peu comme The Mandalorian. Hein. Mais même avant même qu'elle soit tournée. Mais... Voilà. Le format des séries, c'est combien d'épisodes? C'est des séries plutôt avec des saisons longues, courtes, genre une dizaine d'épisodes, une vingtaine d'épisodes? Entre 8 et 10 épisodes. Enfin, de ce que j'ai vu jusque-là, c'était entre 8 et 10 épisodes. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai l'impression que globalement, les très bonnes séries sont souvent des séries au format court, genre une dizaine d'épisodes à peu près, 10, 13 épisodes. C'est en règle générale, hein, je vais pas schématiser non plus, mais... ouais, j'ai vu une info passer sur le nombre d'épisodes de la première saison, qui était je crois assez peut-être une quinzaine, quelque chose comme ça, ce qui était trop. Et de ce que j'en ai lu, c'est qu'en fait c'était pas possible pour une première saison qu'il fasse autant d'épisodes. Donc je crois qu'on peut partir sur une série qui ferait, en tout cas pour sa première saison, 8 à 10 épisodes maximum. J'imagine y compris l'épisode pilote. Donc pour l'instant, ce serait plutôt ça. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de contenu quand même pour le deuxième âge. Donc il y a moyen de faire quelque chose qui dure assez longtemps. Après, moi, je serais contre que cette série fasse 10 saisons, par exemple, parce que 10 saisons, ça sera vraiment trop étalé. Quoi. Il y aura trop de choses. Ça sera vraiment du fanservice où il y aura juste du contenu basé sur rien. Voilà. D'autant que le matériau de base, en fait, si on se cantonne au Seigneur des Anneaux, n'est pas si épais que ça. Donc ça sous-entend qu'ils doivent beaucoup broder, etc. autour pour... Et plus ils brodent, plus c'est risqué, quoi. Après, l'avantage, en fait, je pense que, pour moi, hein, pour l'instant, la série s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Est-ce que on pourrait penser qu'il commence par le deuxième âge, en fait, donc par les Impadis, et que chronologiquement, si la série fonctionne, on dérive vers Le Seigneur des Anneaux, ou Le Hobbit, mais revisité, c'est-à-dire que le temps, admettons qu'ils partent sur 4-5 saisons pour parler du second âge, donc d'ici là, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, ce sera quand même des films assez anciens, donc on peut remaker, on va dire, entre guillemets, en faisant des séries plus proches du bouquin, parce que mine de rien, même si avec les versions longues du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, on a quand même quelque chose d'assez conséquent, comment ça s'appelle, Peter Jackson a dû faire des coupes franches en fait dans le scénario, adapté, etc. Donc on pourra avoir une vision plus proche du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, de la réalité en fait, de ce qui a été écrit. Et du coup, même les fans hardcore du Seigneur des Anneaux trouveraient leur contentement. Alors ça dépend de plusieurs choses. Je pense que ça dépend notamment, est-ce que la série se veut être un préquel du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson ou pas? Et ça, on ne sait pas trop encore, en fait. Il semblerait qu'ils veulent vraiment s'inspirer largement du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Mais est-ce qu'on verra le Minas Tirith du Seigneur des Anneaux? Et ça, on ne sait pas encore, en fait. Moi, je trouve que ce serait intelligent s'ils veulent faire durer la série de partir sur, je sais pas, je dis une bêtise, 4-5 saisons autour du second âge, etc. Et après, d'ici là, recommencer avec soit le Hobbit, soit le Seigneur des Anneaux, mais en version... il colle le plus possible au bouquin, en fait. Un peu comme pour ceux qui connaissent la série qui s'appelait, c'est du manga, ça s'appelle Full Metal Alchemist. En fait, ils avaient fait une première version qui avait débuté quasiment en même temps que le manga. Donc du coup, au bout d'un moment, en fait, ils avaient rattrapé le manga, donc ils étaient obligés de partir sur quelque chose de complètement différent. Un peu comme ils ont fait pour Game of Thrones. C'est-à-dire Game of Thrones, au bout d'un moment, la série a rattrapé le bouquin. Ils avaient les axes principaux et ils ont développé quelque chose. Et plus tard, ils ont refait une série qui s'appelle Brotherhood cette fois-ci, et en fait, où là, on est vraiment très proche du bouquin. Et les deux versions sont excellentes. Donc, comme quoi, en fait, on n'est pas obligé de dire « Ah non, ils ont réattaqué un petit intestin ». Enfin, on peut faire deux choses. Ce sera un film, une série, sur le même univers, en proposant des approches différentes et que les deux soient intéressantes. Parce que ça ferait... Mettons, ils font 4 saisons sur le deuxième âge. Si après la 5e saison s'attaquait, même ne serait-ce qu'au début du 3e âge, parce que le Seigneur des Anneaux se passe sur la fin du 3e âge, oui. Je pense que peut-être s'ils attaquent le début du 3e âge, ça peut déjà montrer des choses un peu différentes
des films ou... C'est peut-être pour ça que ça s'appelle, pour l'instant, ça s'appelle Le Seigneur des Anneaux, en fait. Oui, d'ailleurs, le nom officiel pour l'instant, en fait, c'est le Seigneur des Anneaux on Prime. Pour moi, personnellement, je suis pas sûre qu'ils vont revisiter justement le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, parce que, après, c'est mon interprétation de la chose, mais ils veulent vraiment se placer dans une continuité visuelle. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment posé sur la table les gens d'Amazon, mais aussi John Howe, qui a été embauché comme consultant pour tout ce qui était la partie design et qui a travaillé sur le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson et qui, avant, avec Alan Lee, a posé les bases visuelles de la Terre du Milieu pour beaucoup de gens. Par leur création, etc. Et ils ont vraiment, tous ces gens-là, dit clairement que Amazon n'avait pas envie de faire une forme de discontinuité visuelle entre leur série et Le Seigneur des Anneaux. Pour moi, ils essayent plus de créer une préquelle sous le format série, où on va peut-être aller justement jusqu'à la bataille où Sauron perd l'anneau. La dernière alliance. La dernière alliance, voilà, merci. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que voilà, si la série doit avoir un point d'arrêt, ce serait plutôt à ce niveau-là, et que du coup le Hobbit et le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson seraient dans la continuité de la série. Moi voilà, je le vois comme ça, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils essaient de créer quelque chose de cohérent visuellement pour avoir justement un aspect, la série préquelle, on va pas re-raconter les choses d'une autre manière. À propos de ce que tu dis, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, Anne-Marie. Même si ça... Comment dire, je digresse un peu, mais je profite du moment-là pour le dire, parce que ça reste encore à l'état de bruit de couloir. Peter Jackson pourrait être impliqué, alors on ne sait pas quel serait son rôle, s'il serait producteur exécutif ou consultant. Justement, peut-être par rapport à la continuité de l'univers, c'est par rapport à cet élément-là que je rebondissais, en fait. Mais ça pourrait être un gage de qualité, quoi, en fait, le fait que la personne qui a adapté, en fait, l'univers de Tolkien au cinéma, d'autant plus s'ils veulent avoir une continuité visuelle avec l'univers de la version de Peter Jackson, qu'il soit consultant sur l'histoire. Ce sera un peu le George Lucas de la Terre du Milieu, en fait. Oui, espérons qu'Amazon Prime ne soit pas Disney. Hein. Fais gaffe, là tu vas sur un terrain glissant, David, et il y a plein de traces de bottes. Alors, on va peut-être commencer pour parler un peu de l'équipe technique, en fait, qui est derrière la série. À savoir que... Oui, parce que pour l'instant, en fait, on a peu d'informations concrètes de la part d'Amazon. On a des noms d'acteurs qui sont castés, on a des noms de réalisateurs, etc. Mais concrètement, on n'a aucun visuel aussi, ça c'est très fort, parce qu'on n'a aucune photo, parce qu'il y a déjà les tournages étaient en cours. Oui, on a la part, mais je veux dire, les tournages ont déjà commencé, etc. Donc on a rien du tout comme information, et ça c'est très très fort. Je se rappelais qu'en fait, à cause du Covid-19, en fait, le tournage s'est arrêté. Donc le tournage pour l'instant du double épisode pilote. Donc je pense qu'une fois, peut-être qu'ils auront fini de tourner l'ensemble de la série, ou en tout cas au moins une partie, ils vont commencer à lâcher quelques visuels et de quoi nous donner du biscuit, quoi, de quoi... Un petit os à ronger, quelque chose, quoi. Ouais. Voilà. Alors, juste pour commencer, en fait, on va peut-être parler des showrunners, en fait. Donc, je sais pas Amazon a tenté de faire un coup à la Game of Thrones, mais après D.B. Weiss et David Benioff, on a J.D. Payne et Patrick McKay, qui sont très peu connus du grand public. Et d'ailleurs, en lisant un peu ce qu'ils ont fait par le passé, ça va être difficile, en fait, de juger leur travail, on va dire, entre guillemets, parce qu'en fait, ils ont écrit le scénario de Star Trek 4 qui n'est pas encore sorti. Ils ont écrit un Jungle Cruise, apparemment c'est un film avec Dwayne Johnson pour Disney. Qui n'est pas encore sorti lui non plus. Ouais, voilà. C'est une comédie familiale où je ne sais pas si le scénario vole très très haut. Et ils vont écrire la trame, on va dire, entre guillemets, de Godzilla versus Kong. Donc là, pour l'instant, en fait, moi, quand je lis ça me rassure pas non plus des masses. Le truc qui me rassure, par contre, c'est que derrière ça, en fait, il y a beaucoup de scénaristes, une équipe technique, en fait, qui est quand même assez... avec des noms prestigieux. Après, je pense que si Amazon a pris la peine de rassembler une grosse équipe comme ça derrière, il doit y avoir quelque chose sur ces showrunners, en fait, qui fait que ils ont peut-être fait leurs preuves d'une façon ou d'une autre, en fait. Oui, ça c'est sûr. Et puis n'oublions pas qu'il y a aussi, comme disait Anne-Marie, John Howe qui est là pour apporter sa touche artistique.
Que du coup, il y a plusieurs personnes qui ont été annoncées, par exemple Rick Heinrich, qui est directeur artistique de la série, qui était notamment directeur artistique de Pierre des Caraïbes. Donc ça, c'est quand même un indicateur qui est très positif, je pense. Desquels Pirates des Caraïbes. Parce qu'il faut faire attention, quand on parle de cette saga. Le 2 et le 3, je crois. Bon, ça va. Donc, tu vois, c'est quand même des indicateurs qui sont impressionnants. Moi, je trouve que c'est intéressant de mélanger un peu voilà, des nouveaux venus et puis des gens qui ont fait un peu leurs preuves. Pareil pour les acteurs, on a un peu de tout. On a surtout voilà, des nouveaux venus. Mais comme disait David tout à l'heure, c'était un peu le même principe pour Seigneur des Anneaux. Toi, tu avais regardé, tu avais un peu creusé en fait le CV de la costumière, Anne-Marie. Oui, la costumière, donc c'est Kate Hawley qui, alors là très récemment, elle a été connue parce que c'est elle qui a conçu le costume de Harley Quinn dans Suicide Squad et peut-être même aussi dans Birds of Prey. Je ne sais pas si elle a travaillé dessus, il faudrait que je regarde. Alors aïe, oui. Alors après le costume en lui-même, ça reste un costume, mais il est comme moi. Le costume est sympa, je trouve. Suicide Squad ne Oui. sont pas, non Le plus, petit shorty. Le petit shorty, exact. Après, ce qui est intéressant chez Kate Hawley, c'est qu'elle a travaillé avec Guillermo del Toro. Donc, c'est elle qui a conçu les costumes de Pacific Rim, mais surtout de Crimson Peak, son film gothique. Donc, avec quand même voilà, des visuels extrêmement forts et des costumes qui sont excellemment bien pensés en termes de narration, puisque ces costumes, véritablement, posent les enjeux narratifs, posent les caractères des personnages et leurs évolutions tout au long du film. Donc, c'est un travail qui est vraiment hyper intéressant et voilà, qui mérite d'être souligné. Il faut savoir qu'elle a été associée aussi via Guillermo del Toro. En fait, elle l'a rencontré via Peter Jackson, parce qu'elle a travaillé en Nouvelle-Zélande. Et Peter Jackson l'a présenté à Guillermo del Toro quand Del Toro était encore le réalisateur du Hobbit. Et donc, Kate Hawley devait travailler sur le Hobbit de Guillermo del Toro. Et puis, évidemment, ça s'est pas fait. Le monde est petit. Puisque l'équipe créative de Del Toro a été gentille, poussée vers la sortie quand il y a eu le changement de réalisateur. Et donc, du coup, Hawley n'avait pas eu l'occasion de travailler sur La Terre du Milieu, et donc elle y revient via la série Amazon. Donc voilà, c'est une anecdote. Mais reste à voir ce qu'elle va nous faire sur ce film, et reste à savoir aussi si elle va justement partir sur une direction personnelle, ou si elle va suivre le travail de Angela Dixon, qui est la costumière de Seigneur des Anneaux, qui a donc posé les bases du look, on va dire, gondorien, donc on peut dire qui a des racines numénoréennes. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. Mais bizarrement, en fait, quand on regarde un peu la petite vidéo que Amazon avait publiée l'année dernière, en fait, alors je sais pas si c'est parce que justement, en fait, Bayona, donc alors on rappelle Juan Antonio Bayona, qui est le réalisateur de The Impossible, de L'Orphelinat et de Quelques minutes après minuit, si je dis pas de bêtises. Hein. Et aussi, il faut pas oublier les 2 premiers épisodes de Penny Dreadful. D'accord. J'aime bien le rappeler parce que je trouve que cette série visuellement a un certain cachet. Elle est chouette. Parfois. Un peu. On va un peu omettre de parler de Jurassic World. Ça existe. Voilà, ça a le mérite d'exister. Ça n'a pas son avantage. Mais en fait, voilà. Bizarrement, en fait, quand on regarde la fameuse vidéo, en fait, il y a beaucoup de références à une équipe technique qui a travaillé sur des films comme justement L'Orphelinat, Quelques minutes après minuit, etc. Alors je me demande si c'est pas Bayona justement qui a ramené ces personnes-là en fait dans l'équipe, parce que on se posait la question avec tout à l'heure en fait en off de savoir en fait si c'est pas Bayona en fait entre guillemets qui va un peu imposer sa patte en termes de réalisation, etc. pour tout le reste des épisodes. Voilà, c'est ce qui avait été le cas sur Penny Dreadful, juste. Ils avaient choisi quelqu'un avec une patte esthétique et un style de réalisation très marqué, pour justement poser les bases de ce que l'esthétique de la série allait être par la suite. Bayona, en fait, c'est un peu l'élève, on va dire, mais entre guillemets, de Guillermo del Toro. Donc c'est un mélange entre quelque chose de sombre, de poétique, des fois un peu gore. Quoique il est moins dans le gore que Guillermo del Toro. Il fait partie de la même groupe de réalisateurs, mais c'est plus l'élève en termes de technique et de narration de Spielberg. The Impossible, par exemple, est un film spielbergien en diable, quoi. Ça, c'est prometteur, ça. Ça respire Spielberg par tous les pores de la peau, et Quelques minutes après minuit aussi, c'est un film que Spielberg aurait pu faire. Et donc, il est espagnol et Del Toro, il est mexicain. En fait. C'est des hispaniques, mais... Oui. Moi, je trouve ça dommage, parce que j'aurais bien aimé voir Christian Rivers à la réalisation. Qui est en l'occurrence l'élève de Peter Jackson pour le coup. C'est lui qui a fait Mortal Engine ?
Oui, voilà, c'est ce qui a fait celui qui était le. C'était quoi son boulot déjà quand on tombe sur Seigneur des Anneaux, je sais plus le nom. Et il fait des storyboards en fait. Les storyboards, voilà. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai, il a vraiment, il était vraiment très très proche avec Peter Jackson, puis il a tout appris. Et ça peut être, je sais pas, j'aurais trouvé que c'était positif comme message s'il avait embauché. Ou Moi, je préfère un mec comme Bayona qui a fait ses preuves en tant que réalisateur, qu'un storyboarder qui avait travaillé pour la seconde équipe de tournage sur la bataille des 5 armées, et qui, quand il a réalisé le film, je l'ai pas vu, mais les retours sont pas forcément super élogieux, a fait Mortal Engine, qui est bof, quoi, on va dire, entre guillemets, quoi. Non, je vois, c'est vrai. Bayona, ouais, c'est vrai. c'est un vrai pack et c'est un vrai réalisateur, en fait. Et nous, c'est un stagiaire, c'est ça? C'est un peu un gars qui a tenté de faire un film, en fait, mais finalement. Après, il y a beaucoup de personnes qui étaient acteurs ou dans des équipes techniques qui sont devenus réalisateurs par la suite. Mais lui, pour l'instant, en fait, le seul film qu'il a réalisé, et encore même pas en solo, je pense qu'il a eu beaucoup d'aide. Sarkis aussi, d'ailleurs. Il est pas sensationnel, on va dire. On dit Sarkis aussi, il s'est lancé en réalisation juste après. Ouais, il a fait Mowgli. Alors, apparemment, l'histoire est sympa, mais techniquement, c'est bof, quoi. Je peux pas en parler, j'ai pas vu. D'accord. Je regardais vite fait, mais. Et je crois qu'il va réaliser. Alors, attendez. Pas Venom? Oui, voilà. Ah oui, effectivement, c'était pas terrible. Ah oui, donc il y a du boulot, ouais. Après, je pense qu'il a besoin de faire un peu ses preuves en tant que réalisateur, donc du coup, il accepte même des projets. Voilà. Mais après, Venom en lui-même, le matériau de base est très bon. Oui. L'adaptation qui en a été faite est pas top, quoi. Voilà, il y a du potentiel en tout cas. De toute façon, ils pourront changer de réalisateur au fur et à mesure de la série, comme ils ont fait pour Game of Thrones, si je me souviens bien. Il y a plusieurs réalisateurs même par saison en fait. Oui, c'est ça. Oui. Donc, C'est ça se pour trouve, ça ça va être la même chose. De toute façon, la constante dans les séries, c'est souvent les showrunners. À part quand ils sont virés. Mais après, il y a souvent plusieurs réalisateurs en fait pour le. C'est ça, moi, qui me fait un peu peur, c'est d'avoir des épisodes inégaux par rapport à celui de la semaine d'avant ou des trucs comme ça, quoi. D'un épisode à l'autre, que ça soit pas. J'ai pas trouvé ça très visible finalement ce genre de réalisateur sur Game of Thrones en tout cas. C'est devenu visible à partir du moment où ils ont embauché Miguel Sapochnik sur Game of Thrones, qui est le réalisateur qui a fait The Gift, La Bataille des Bâtards, qui a réalisé la Longue Nuit et le dernier épisode également de la série. Et lui, il est clairement une coudée au-dessus de tous les autres réalisateurs qui ont bossé sur Game of Thrones. Et à partir du moment où ce mec-là est arrivé sur la série, les gens attendaient l'épisode qui était réalisé par Miguel Sapochnik parce qu'ils disaient voilà, là on va avoir un truc absolument grandiose, quoi. Ouais, voilà. Ça m'inquiète parce que du coup, oui, effectivement, ça rend la série un peu inégale du coup. Bah, oui. Ouais. C'est pour ça les séries, c'est bien, mais par exemple Stranger Things, qui est réalisé par les frères, je sais plus comment ils s'appellent. Duff ou un truc comme ça, je crois. Les frères, ouais. Un truc comme ça. Les frères Duffy ou un truc dans ce coup-là, et qui sont et showrunners et qui réalisent les épisodes. Après, on aime pas Stranger Things, mais généralement, il n'y a pas un épisode qui détonne par rapport à l'autre, quoi. Duffer, il s'appelle. Pour en revenir peut-être à l'équipe technique en elle-même, en fait, on a quand même des grands noms. Donc on a Jennifer Hutchinson. Non. Pardon. Pas Jennifer Aniston. Jennifer Aniston dans la série Seigneur des Anneaux, je signe. Il est lié à la série Breaking Bad, Better Call Saul. Justin Double, qui lui bossait sur Stranger Things. Brian Cogman sur Game of Thrones. Stephanie Folsom, qui était sur Toy Story 4. Jason Kyle, qui est sur Les Sopranos. Ellen Chang, 13 Reasons Why, pardon. Ouais, pourquoi pas. La première saison était sympa, mais... Ça dépend quelle saison. Oui, la saison 1. C'est bon alors. La saison 1 était quand même... Alors, Bruce Richmond, qui a aussi bossé sur Game of Thrones ou Breaking Bad. Jane Kelly, qui a bossé sur la série Westworld, par exemple. Il y a quand même du beau monde. Voilà. C'est des gens qui sont spécialisés dans les séries, donc c'est intéressant. C'est pas non plus des gens qui sont spécialisés dans le cinéma et qui arrivent dans la série en disant oh là, je sais pas comment on fait, quoi. Oui, c'est vrai. C'est positif. C'est des gens qui ont déjà les codes
Oui, voilà, puis ils savent Des séries, oui, voilà, exactement. Parce qu'un gars qui arrive du cinéma, après, il y en a pour qui ça Il y en a fonctionne très bien. Oui, exactement. Bon, Mais après, il y je en a pense pour que qui c'est c'est un risque, raté. quoi. Oui, mais c'est un risque, tu vois. Donc, je préfère qu'ils sécurisent un peu. Puis bon, Amazon Prime, ils doivent bien faire ça bien, parce que s'ils se ratent, là, c'est compliqué pour eux, quand même. Ouais. Ils ont intérêt à avoir vraiment l'équipe qu'il faut, des bons acteurs. Ah bah, je pense que vraiment, ça va être une des grosses productions. C'est vraiment, ça sera estampillé Amazon. Ça sera l'affiche principale, Ouais. quoi. Moi, il y a un cas qui fait jurisprudence et qui me rassure pas spécialement, parce que là, on peut se dire, ok, on a un bon réel, en tout cas pour le double épisode pilote, on a une bonne équipe derrière. Théoriquement, il y a du pognon, parce que Amazon, Oui, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, il est ouais. archi blindé, donc voilà, il peut financer comme il veut la série. Le problème, c'est que on a bien vu ce que ça a donné avec Star Wars, parce qu'en fait, on avait quand même Laurence Kasdan, on avait J.J. Abrams, qui, même si c'est pas le meilleur des réalisateurs, avait réalisé Star Trek, qui était un peu son Star Wars à lui, et qui, moi, m'avait bien plu, en tout cas, pour le premier épisode, voire pour le deuxième. Mhm. On avait des acteurs comme Oscar Isaac et Donald Gleeson, en fait, qui sont des acteurs britanniques, il me semble, au moins pour Donald Gleeson, qui ont joué dans des films un peu plutôt autorisants, on va dire, entre guillemets, qui sont des bons acteurs. Et tout ça, on avait John Williams qui revenait à la musique, etc. Tout ça pour le résultat qu'on connaît, en fait. Finalement, globalement, la nouvelle trilogie Star Wars, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais il y a des jolies images par moment, mais au niveau scénario, ça part un peu dans tous les sens et il Ouais. n'y a pas de réelle continuité, en fait. Bon, là, il y a Ça quand a même une donné un produit différence. creux. Oui, oui, c'est un produit creux, mais il y a une différence, c'est que là, ils ont déjà finalement leur timeline pour le second âge, c'est que Tolkien il a déjà travaillé pour eux. Donc pour Star Wars, ils partaient de zéro. Pas Oui. vraiment, il y avait quand même si, soi-disant, l'univers étendu avait été rejeté, ils avaient quand même beaucoup. On voit que ça a été pioché à gauche, à droite dans l'univers étendu. Après, je ne le connais pas assez pour vous dire, Ouais, moi mais non plus. voilà, il y avait moyen de faire quand même quelque chose de beaucoup plus Je vois intéressant. l'épisode 7 qui avait été recalqué sur Alors, on a l'épisode. l'épisode 7 en fait qui est un peu fade parce qu'en fait c'est un peu une ressucée de tout ce qui s'est fait Ah ouais. dans la première trilogie pour dire ah vous n'aviez pas aimé la prélogie, on vous fait quelque chose qui va vous plaire, on va caresser les fans dans le sens du poil en vous faisant plein de clins d'œil Clin d'œil bien appuyé, bien lourd. Ouais. notamment par rapport au casting avec Mark Hamill, Carrie Fisher et Harrison Ford. Regardez un robot rigolo. C'est original. Non, mais voilà, après, je veux dire, le 8, là, on voit que finalement, quand Ryan Johnson est arrivé aux commandes, il a carrément jeté aux orties, en fait, ce qu'avait fait J.J. Abrams. Et après, J.J. Abrams, en fait, s'est vertué dans le dernier épisode à rattraper le scénario qu'il avait lancé dans le 7 et toutes les conneries qu'avait fait Ryan Johnson, en fait. Donc, Et c'est les tiens, un peu spécial. Voilà. Enfin bon. Mais il faut pas que ça se passe sur cette série. C'est impératif. D'accord. Non, tout ça pour dire qu'en fait, en gros, on a beau avoir du bon monde, théoriquement, c'est censé être ça présage du bon, mais Attention. on n'est pas sûr à 100% en fait. Oui, il y a toujours un truc qui peut mal se passer, c'est clair. En plus, parce que c'est vrai qu'on a une équipe avec des grands noms, des gens qui ont travaillé sur des projets de grande qualité dans l'équipe de scénaristes. Donc, faut se dire aussi, peut-être que, faut espérer en tout cas qu'il n'y aura pas de bataille d'ego, de ce genre de choses. Oui, c'est possible ça. Voilà. Faut pas que le premier, celui qui réalise l'épisode 4 soit en froid avec celui qui réalise l'épisode 3 et qui dise non, ce que t'as fait dans l'épisode 3, j'en ai rien à faire. Un peu comme Ryan Johnson et J.J. Abrams. Voilà, exactement. Ouais. Ah, par contre, sur une série, le risque il est moindre. Pardon, Anne-Marie ? Je dis sur une série, le risque qu'il y ait des guéguerres entre les réalisateurs et que du coup ça tire dans les pattes, il est moindre parce que c'est des produits qui sont conçus en globalité beaucoup plus haut. Après, la crainte qu'on pourrait avoir justement, c'est de se dire que les personnalités qui sont là pourraient justement se tirer dans les pattes et qu'on s'en sorte avec des scénarios très consensuels ou des choses sans grande prise de risque parce que finalement, tout le monde s'est un petit peu tiré la bourre et au final, ils ont préféré aller sur un consensus plutôt que on va dans cette direction et puis on assume certains partis. Quand tu parles de conflit d'ego, Anne-Marie, ça nous fait une transition toute trouvée vers le départ confirmé ou pas, je sais plus, Adrien, de Tom Shippey, en fait, qui était consultant sur le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Tu veux peut-être en parler? Confirmé, on sait toujours pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'est plus dans le projet. On sait pas, en fait. On sait pas trop quel travail il avait à faire. Est-ce qu'il était consultant? Est-ce qu'il était plus que ça? Est-ce qu'il était moins que ça?
Est-ce qu'il était là juste pour la pré-production? Est-ce qu'il était là juste parce que la production a commencé, du coup voilà. Mais ce qu'on sait, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il fait plus partie de la production et que ça inquiète tout le monde, en fait. Très franchement, parce que c'est vraiment l'expert de Tolkien qu'il a d'ailleurs rencontré, non, c'est pas un de ses élèves d'ailleurs. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est un peu la caution, on va dire, littéraire de la série. Et je trouve que c'est pas un bon message de la part d'Amazon Prime de le laisser partir ou de l'avoir viré ou d'avoir fini son contrat, on ne sait pas. Parce que voilà, nous fans de Tolkien, ce qui est très important pour nous, c'est que le lore soit respecté. Et c'est vrai que Shippey, du coup, représentait un peu le respect du lore et de ce qu'a créé Tolkien pour cette série. Donc, quoi qu'il arrive, ce message, il est pas très très bon, je trouve. Après, Shippey, c'est peut-être juste, entre guillemets, le représentant d'une équipe de consultants, mais c'est le plus connu. Donc en fait, en général, quand tu fais une bande-annonce, tu vas mettre en avant des noms connus pour que ça fasse tilt, en fait, entre guillemets. Mais c'est un peu comme je parlais tout à l'heure, là, quand on va parler maintenant d'un jeu Nintendo, par exemple, de Zelda, on va parler de Miyamoto ou d'Aonuma, en fait. Finalement, ces gars-là, en fait, c'est des gars qui chapotent, et en dessous d'eux, en fait, il y a des gens qui travaillent. En fait. C'est pas quelqu'un qui est tout seul en fait à réaliser ou à être consultant. Donc je pense qu'il doit y avoir d'autres personnes, peut-être d'ailleurs quelques-uns de ses élèves qui sont encore sur la série, quoi. Oui, alors en termes de communication, je trouve que même voilà, c'est pas top, quoi. Ça a inquiété vraiment tout le monde, hein. On a bien vu sur la page là, quand on a posté la news, ça a inquiété tout le monde. Sur d'autres sites, ça a inquiété tout le monde, donc c'est pas top. Ce que j'avais émis comme hypothèse, c'est que ce monsieur était quand même déjà assez âgé sur le Seigneur des Anneaux et sur plus récemment le Hobbit. Peut-être aussi que il y a une question de fatigue ou tu sais pas. Hein, il a 76 ans. Peut-être qu'il a un état de santé qui fait qu'il pouvait pas non plus assurer. Possible. Il y a eu une autre information aussi qui est tombée récemment. Alors, il apparaîtrait qu'il n'y a pas d'expert en langage Terre du Milieu qui soit mandaté pour cette série. C'est juste que je lui passais sur un forum. Et ça, c'est inquiétant parce qu'en fait, il s'est avéré qu'il y avait une erreur sur la carte. Donc la carte qu'on a tous vue, hein, la carte de la Terre du Milieu, Numénor, etc. Il y avait une erreur dans les runes qui se situent dans la boussole. Et ça, un expert en langage Tolkien, il aurait tout de suite vu cette erreur. Après, ils l'ont corrigé. Mais il s'est avéré ça. Et c'est inquiétant parce que c'est quand même donc, les langages des nains, des elfes, etc. C'est quelque chose de très important dans le lore Tolkien. Et si c'est pas respecté, c'est un peu ennuyant, quoi. On en parlait tout à l'heure avec Anne-Marie qui avait une remarque pertinente sur le sujet. Je te laisse en parler, Anne-Marie. Oui, je veux bien, merci. Oui, c'est même au-delà d'important pour moi les langues dans toute adaptation de Tolkien, parce que Tolkien n'a pas inventé un monde et puis il a créé des langues pour faire parler ses personnages. C'est l'inverse qui s'est produit. Il a créé des langues d'abord, parce qu'il est linguiste et un philologue et que la langue c'est sa passion, donc il crée ces langages et en fait il a créé un univers pour donner des voix en fait à cette langue, à ces langues qu'il avait créées. Donc vraiment dans son processus créatif, la base c'est véritablement la langue, le langage imaginaire. Il y a la langue et les chansons aussi malheureusement. Et les chansons aussi. Et dans les deux trilogies Peter Jackson, et d'ailleurs c'est beaucoup plus prononcé dans Le Seigneur des Anneaux que dans Le Hobbit. Malheureusement pour moi, parce que dans Le Hobbit, on n'entend pas assez d'elfique, c'est très dommage, surtout qu'il y a pas mal de scènes entre elfes qui n'ont aucune raison de parler en langue commune, enfin en anglais du coup. Et en fait, dans la trilogie des Anneaux, on avait quand même pas mal de passages dialogués en elfique, on avait quand même l'occasion d'entendre régulièrement ces langues-là, enfin, du moins le Sindarin, qui était la langue qui était la plus utilisée. Et on entendait aussi le Quenya beaucoup dans la bande originale. Il y a eu beaucoup de passages qui sont chantés par des chœurs, et où on a, dans les mines de la Moria, il y a tout un passage en Khuzul, par exemple, la langue qu'il a inventée pour les nains. Dans la Lorienne, tout est chanté en Quenya, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais on me corrigera si je dis une connerie. Le thème d'Arwen aussi. Le thème d'Arwen est en Sindarin, il me semble. Bref, en tout cas, les langues sont présentes, elles existent, elles ne sont pas très exposées, mais elles étaient suffisamment présentes pour que quand la trilogie est sortie, il y avait quand même pas mal de gens qui se sont mis à s'intéresser à ces langues-là. Il y a pas mal de tutos qui sont sortis sur Internet à l'époque pour apprendre à parler la base du Sindarin, enfin, plein de choses comme ça. Et du coup, c'était révélateur du fait du soin qui avait été fait par la production à faire vivre les langues d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, la langue, le Sindarin qui parlait dans le Seigneur
personnes, c'est pas le Sindarin de Tolkien, c'est ce qu'on appelle du Néo-Sindarin. C'est une langue qui est basée sur le Sindarin de Tolkien, mais qui a été un petit peu aménagée de manière à pouvoir écrire des dialogues. C'est par David Salo, c'est ça? Voilà. Parce que le Sindarin... le Sindarin de Tolkien n'était pas assez fourni pour justement permettre toujours l'écriture de certaines parties dialoguées. Donc il y a eu un aménagement qui a été fait. Et là, c'est vrai que sur cette série, on a forcément, on va avoir des royaumes elfes. On va avoir forcément l'occasion de les entendre parler dans ces langues inventées. Et particulièrement, pourquoi pas, le néo-sindarin. Mais on a aussi une autre langue qu'on n'a jamais entendue, je pense, dans toute la trilogie. Je ne crois pas, en tout cas, même qu'elle était utilisée en Gondor. C'est l'Adunaïque, qui est la langue des Numénoréens. Est-ce qu'Aragorn n'en parle pas? Si, il chante, je crois qu'il chante en numénorien. Je ne sais plus si le lait de Lúthien, il le chante. Ah si, tu as raison. La chanson d'Aragorn, lors de son couronnement, elle c'est ça. C'est celle qu'on a entendue au début du podcast, non? Alors, je me permets de corriger parce que je la repasse dans ma tête en ce moment même, et en fait, non, c'est du... c'est pas plutôt la chanson qui chante quand il est dans les marais avec, ça, c'est le lait de Bérénice. Le lait de Lúthien. Et ben, il la chante pas en... Non, c'est du Sindarin aussi, je pense. Non plus, ouais. Pour ceux... ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de consultants en langue. D'ailleurs, quand on regardait le making-of du Hobbit, la personne qui a inculqué les langues aux acteurs, là, en l'occurrence, c'était du Khuzdoul. Mais je pense que quand tu es spécialiste... Je pense pas qu'il y ait un spécialiste Khuzdoul, un spécialiste Quendi, un spécialiste Sindarin. Je pense qu'il doit y avoir des spécialistes des langues de Tolkien. Oui. Et, oui, il y en a, oui. Avec cette personne-là qui était une femme, au demeurant, donc qui n'est pas David Salo pour le coup. Les femmes de la Tourine. Du coup, en fait, cette personne-là, en fait, travaille peut-être sur la série, en fait. On n'a pas assez d'éléments à l'heure actuelle pour savoir qui est présent ou ne l'est pas sur la série. Sur le trailer lui-même, je pense qu'ils ont mis en avant vraiment des noms assez connus. Ouais. On peut pas égrener tout le staff parce que sinon ça. Voilà. Alors, de ce que j'ai lu en fait, c'est que ils sont pas nombreux en fait les experts en langage de Tolkien, qui se connaissent tous plus ou moins, et qu'en fait il y a un de ces experts-là qui s'inquiétait justement parce qu'il disait que il était pas nombreux quoi. Ben non, mais pas qu'ils étaient pas nombreux, c'est que de sa connaissance, il n'y en a aucun qui était mandaté sur la série. Ah. Ouais, voilà, oui, là déjà, c'est un peu. En fait, concrètement, il y a un expert du coup en langage qui donc censé tous se connaître, qui dit personne n'y est quoi. Alors peut-être qu'il y en a un qui de derrière les fagots qui a appris tout seul et puis qui sait, mais on sait pas. Mais pour ce qui est de la caution, on va dire littéraire en fait de l'univers de la Terre du Milieu, j'ai entendu dire que Simon Tolkien, donc le fils de Christopher Tolkien, petit-fils de J.R. Tolkien, avait été en discussion avec l'équipe de la série. Et apparemment, ça avait créé bisbille avec son papa, aujourd'hui décédé, qu'il avait plus ou moins renié de la famille, parce qu'il y a vraiment deux écoles, il y a l'école littéraire et l'école cinématographique. À savoir que, par exemple, la famille Tolkien, le Tolkien Estate, n'appréciait pas aussi bien le Hobbit, bon ça peut être encore compréhensible, mais aussi le Seigneur des Anneaux. Donc, et bon, le fait qu'il y ait quelqu'un de la famille, donc qui est plutôt la caution littéraire, qui participe à la série, apparemment ça les enchantait pas. Oui, et puis il y a une année, il y a Tom Shippey qui a précisé que la Tolkien Estate avait un droit de regard très important sur la série. Apparemment, donc ils peuvent intervenir. Ce que je disais à David en off tout à l'heure, c'est qu'il y a trois gros studios qui sont dessus. Donc c'est Amazon, il y a Warner Bros. Et la Tolkien Estate est dans ce trio sur la série. En producteur, tu veux dire? Alors attends, je retrouve, je te le dis. Après, Warner a les droits cinématographiques du Seigneur des Anneaux, en tout cas de la Terre du Milieu au cinéma. Donc c'est normal que Amazon a négocié les droits auprès de Warner. Tolkien Estate, c'est à eux qu'appartiennent le matériau de base. Par contre, il y a un truc qui me choque, entre guillemets, c'est de me dire en fait pourquoi HBO, qui appartient à Warner, c'est pas eux qui ont produit cette série-là, ça aurait été plus logique comme cheminement. Et c'est possible que les droits étaient trop élevés en termes de moyens. Justement, ils n'avaient pas de droits à revendre, parce que là, je pense qu'Amazon a dû payer des droits à Warner
et peut-être au Tolkien Estate. Ah, je crois pas que Warner ait les droits pour le second âge. Ils avaient juste les droits pour le troisième âge, il me semble. Non, ils avaient les droits Ouais. en fait pour Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Donc à savoir que ce qu'ils vont puiser là Ah oui. ils vont puiser dans les appendices du Seigneur des Anneaux pour créer la série en fait. Alors Ah ça, voilà, alors. Ça aurait été HBO, ils auraient même pas eu besoin de payer de droits tout court en fait à Warner. Donc selon le point pop, voilà, Warner Bros, le Talking Estate et Amazon se sont donc mis d'accord et seront tous les 3 producteurs du projet. Mhm. D'accord. Donc, ils sont un tiers en tout cas, mais c'est vrai que Ah oui, quelque chose qui peut nous permettre de nous rassurer en fait. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on a beaucoup dit des choses qui nous inquiétaient, on va dire. Mais en même temps, c'est parce qu'on a peu d'informations concrètement, donc du coup, on décrypte un peu tout ce qu'on a et puis. Oui, le Tolkien Estate, s'ils ont un œil sur la série et qu'ils sont entre guillemets consultants, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'experts que. Là, on part d'un expert, on va dire entre guillemets connu de Tolkien, à toute une organisation, un organisme en fait, pour que ce soit fidèle à ce qu'avait écrit Tolkien en fait. oui. Parce que les droits pour l'adaptation, se sont élevés à 250 millions de dollars quand même. Donc, juste pour avoir le droit de représenter, vous payez 250 millions. D'ailleurs, le budget de la série, en tout cas peut-être de la première saison, apparemment s'élève à 750 millions. Moi j'ai entendu qu'il y avait un coût total, ça s'approchait plus du milliard que du million, hein, mais Après, ça, peut-être c'est que c'est un autour peu d'1 million de dollars. d'un milliard. D'un milliard de dollars, d'un milliard. En tout, hein. Pour l'instant, ils annonçaient 5 saisons, mais enfin, j'y crois pas, hein, personnellement. Ouais, ça me paraît un peu gros. Une série, c'est toujours une saison à une autre. Enfin, c'est vraiment. Là, on va partir, donc, du coup, on va parler du casting à présent. On va commencer par les acteurs qui se sont rajoutés, ou en tout cas ceux qui ont été retirés, parce qu'en fait, il y a des rumeurs qui ont été démenties par rapport à certains acteurs. Alors, on a tout d'abord Hanson Boom, j'avais fait une pauvre blague, donc qui a aucun lien de parenté avec Danny Boone, hein, bien sûr, qui a 24 ans et qui est apparu récemment. Alors, la production la plus connue, c'est 1917, le film de Sam Mendes. Mais il a aussi participé à Crawl et The Alienist, que personnellement j'ai pas vu, que je connais pas. Je sais pas si vous ça vous parle ou pas. Non. Non Alors, plus. Non, Pensez mais pas ouais. à m'arrêter si vous avez des choses à dire sur ces personnes-là ou à ajouter. On a Ben Fransam. Alors lui était relativement connu en fait. Donc déjà il est néo-zélandais. Hein. Bah, c'est le plus connu, je crois, je pense, de tous. Pardon ? C'est le plus connu, je pense, de tous. Ouais, il a 49 ans en fait. Il avait déjà tourné aussi bien dans Le Hobbit que dans Le Seigneur des Anneaux. Il avait été en fait interprété un guerrier elfe et un Uruk-hai dans Le Seigneur des Anneaux, puis un gobelin dans Le Hobbit, et il avait même réalisé des cascades pour Le Hobbit. Et donc il y avait une rumeur qui était née sur le net en fait, donc l'acteur qui était impliqué sur un projet qui impliquait Amazon et Bayona. Donc du coup les gens ont fait le rapprochement en se disant c'est Le Seigneur des Anneaux. Et vu qu'il avait un passif avec l'univers de la Terre du Milieu, il n'y avait qu'un pas en fait entre guillemets pour dire qu'il faisait partie de la série. Et en fait la personne elle-même, donc l'acteur lui-même, a démenti la rumeur. D'accord. Il y a quand même une remarque générale que je voudrais faire sur tous les acteurs qui ont été castés pour l'instant, c'est qu'ils sont très axés série, globalement. C'est intéressant quand même, parce que. Jouer dans les films, mais c'est plutôt les seconds rôles en fait. C'était plutôt second rôle, mais je veux dire pas de cinéma en fait. Ah si, il y a quand même quelques films. Hein. Bah regarde, le Hanson Boom, c'est 1917, c'est un film. Et, je veux dire, globalement, par exemple, ceux les plus connus, par exemple, comme Robert Aramayo ou Joseph Moll, ou d'autres, par exemple, c'était lequel qui était qui était dans Spartacus. Enfin, globalement, c'est plutôt les acteurs séries, quoi. Et ben c'est celui qui vient maintenant. Ah. Alors Simon Merels, qui a 54 ans, lui qui a joué dans Spartacus, qui interprétera le rôle de Trévin. Alors, petite nota bene, les noms des acteurs, les noms des personnages qui apparaissent en fait dans le casting, il y en a très peu déjà, et ça peut être des noms de code. Donc c'est vrai parce que quand on voit Trévin, on a beau chercher un peu partout, déjà de base ça me parle pas, Non. Et même si vous faites une recherche, je pense qu'on ne trouve pas le personnage. Mais je pense que c'est des noms de code pour brouiller les pistes. Ouais, pour Sauron ou pour quelque chose comme ça. Donc ce personnage Simon Merels avait joué, si je dis pas de bêtises, le nom d'un personnage qui s'appelait Crassus ou Crassus, je crois en fait. C'était un général romain dans Spartacus. Je crois que c'était la saison 2 ou 3. J'ai un doute.
Crassus est un personnage historique. Voilà. On a Megan Richards, qui est âgée de 21 ans et qui interprétera le rôle de May, M-A-Y. Pareil, en fait, honnêtement... Alors, il y a juste un truc, bon, c'est peut-être un peu de méchant, mais vu le physique de l'actrice, je la vois mal interpréter une elfe. Est-ce qu'on verra des hobbits? Ou des orques femelles. Putain. Parce qu'en fait, on va dire que c'est une jeune fille un peu ronde. Bon, elle a 21 ans, alors je sais pas si la photo est contractuelle ou pas, mais sur la photo, on dirait qu'elle en a 14 ou 15. Donc elle a plutôt le visage un peu éternellement jeune des hobbits, et un visage assez rond, donc je sais pas si on verra peut-être des hobbits. Parce qu'il faut savoir que Númenor, en fait, c'est une île, donc il y a beaucoup de commerce vers l'extérieur, et il se peut qu'on ait un petit clin d'œil à un personnage de la Terre du Milieu, notamment, je sais pas, des hobbits ou autre. Peut-être sur le don... Ah non, parce que c'est plus au 3e âge, ça, le don de la comté. Donc non, ça peut pas être ça. Le don, c'est au 3e âge. Oui, c'est ça, je suis en train de regarder, je vérifiais, je me disais, la comté, effectivement, c'est beaucoup plus tard que ça apparaît. Oui, par rapport au nom de code, entre guillemets, de son personnage, parce que voilà, ça fait peut-être plus penser à des noms hobbits, mais c'est voilà, une hypothèse. Puisqu'on voit par exemple que le personnage, l'un des acteurs précédents avait un personnage qui était pour l'instant appelé Trévin, donc ça peut avoir voilà, une coloration plus elfique, alors que elle, c'est vrai que son nom de code, entre guillemets, est pourrait plus faire penser à un hobbit. Voilà, donc c'est une possibilité, effectivement. Après, comment ils vont intégrer les hobbits dans le 2e âge? Voilà, ça peut être intéressant. Peut-être du côté des champs Osiris, le long du fleuve Anduin. Peut-être qu'on aura un épisode entier sur les forts, les faibles, et puis je sais plus quoi, là, il y a trois... les forts, les faibles. Oui, il y a les pieds forts, les... Oui, mais il n'y a pas les faibles. Non, mais j'en sais rien, s'il y a des forts, il y a des faibles, je m'excuse. Non, il n'y a pas les pâles. Voilà. Les pâles, c'est ça, oui, effectivement. Ouais, mais voilà, peut-être qu'on aura une saison entière sur les hobbits, je sais pas. Bah après, ils peuvent faire un petit clin d'œil, mais ça m'étonne en fait que la personne apparaisse au casting, c'est juste pour un petit caméo, un petit clin d'œil, on va dire, entre guillemets. Alors ensuite, on a Charlie Vickers, qui est apparu dans la série Les Médicis. Ensuite, on a Daniel Weyman, 43 ans, qui est apparu dans Gentleman Jack et Treadstone, que pareil, ça doit être... il me semble que c'est des séries, mais je ne les connais pas du tout. Je sais pas si vous les avez eu l'occasion de les voir ou pas. Moi non plus, moi je suis pas très cinéphile ni sériephile, donc moi tous ces gens qui ont fait... Moi je connais que les gros blockbusters avec du sang, des boyaux, de la rate et du cerveau, quoi, donc... D'accord. Les trucs d'auteur... Alors ensuite on a Dylan Smith qui a 49 ans. Alors lui il est quand même assez connu parce qu'il a joué dans quand même pas mal de films. Il a joué dans 300. Il a joué dans Photo Obsession avec le regretté Robin Williams. Il a joué dans le remake de Total Recall. Bon là c'est pas forcément c'est pas forcément glorieux. Dans Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Alors je sais pas exactement quel épisode c'est parce que je suis pas un grand fan de... Je sais pas si c'est pas le... C'est le premier. Le premier? Oui. Ouais, le premier. Mais il a une bonne tête de vieux sage, Dylan Smith. Donc je vois bien un vote conseiller de je sais pas quoi du roi, ou alors... il a une tête... Ce que je trouve intéressant avec ce casting, c'est qu'ils ont tous des têtes intéressantes, on va dire. Alors, c'est un point de vue personnel, mais je sais pas si les acteurs des films vont revenir pour camper leur rôle. Mais par exemple, tu vois, lui, je le verrais bien potentiellement en Elrond, parce que peut-être que... Dylan Smith, mais il est vieux, non? Enfin, il a une j'ai tête l'image de... Non, il a 49 ans. Ouais, il a une tête, on dirait, il a 70 ans, quoi. Non, c'est pas, mais... C'est parce que c'est en noir et blanc. Théoriquement, les elfes, sont censés avoir un visage éternellement jeune, on va dire, entre guillemets. Ils doivent pas avoir des visages marqués, c'est jamais des... Ouais. Parce que lui, là, on voit que c'est un gars qui a la quarantaine quand même, il a le visage assez... il y a beaucoup de rides d'expression. Après, il faut voir en étant maquillé, etc. Mais... il a presque une gueule de méchant, d'ailleurs. Après, il pourrait être Elros, si tu trouves qu'il a... Peut-être, oui. Oui, exact. Oui. C'est bien, c'est très bien vu, ça. Je trouve qu'il a une gueule de méchant, enfin... Juste pour revenir rapidement sur ce que tu disais sur Elrond, il y a quelques mois de ça, ils avaient casté un acteur qui était relativement connu, tellement je me souviens de son nom, mais assez jeune, et qui physiquement
voilà, ressemblait un petit peu à une version jeune de Hugo Weaving. Alors ça n'avait jamais été confirmé, mais voilà, il y avait pas mal de rumeurs qui disaient que ce serait le Elrond de la série Amazon. Bon, finalement, D'accord. l'acteur est Ah, en fait, je crois un voir. En problème fait, de calendrier. il a les yeux clairs et il a aussi les sourcils un peu avec une taille un peu particulière, un peu comme Hugo Oui, Weaving. voilà. Et il jouait dans le labyrinthe, si je ne me trompe pas. Ah Dans oui, le labyrinthe, ouais. voilà. Will Poulter, Il a joué Will dans d'autres Poulter. trucs. Voilà, merci, c'est ça. Et lui, effectivement, tout le monde disait que ouais, il y avait des chances que ce soit le Oui, il a les Elrond, mêmes entre sourcils, guillemets. mais il a quand même une tête à claque, hein, on va pas se mentir. Après, ça, c'est Exactement. un truc personnel. Ensuite, on a alors Emma Horwath. Je crois qu'elle est d'origine slave, donc je sais pas si ça se prononce comme ça, qui a Horvath. 26 ans. Alors là, j'ai absolument rien trouvé sur sa filmographie, ce qu'elle a fait avant. me Elle semble ne que fera c'est- pas un orc, à mon avis. Non. Non, c'est une ancienne mannequin ou quelque chose dans le genre. Ensuite, alors là, on Une elfe, arrive ouais. dans la partie qui a un peu suscité polémique, entre guillemets, sur la page, et je pense peut-être ailleurs. C'est le côté un peu Ethnique. coloré de certains membres du casting. Alors, on a Ismaël Cruz Cordova, qui a 26 ans, alors que lui qui est apparu dans The Mandalorian et dans The Good Wife, donc deux séries, hein, pour ceux qui... saison 2 et 3 pour The Good Wife. Alors, autant j'ai vu The Mandalorian, mais autant je vois pas je me souviens pas de lui dans The il est Mandalorian. dans un costume ou un truc. Ouais, c'est Si je lis possible. un Mandalorian, on risque pas de l'avoir. Ouais, d'accord. Ouais. Mais- C'est lui qui avait la main dans la marionnette de Yoda. Alors, juste peut-être on fait peut-être le tour du casting et après on parlera de la petite polémique autour du fait qu'il y ait des personnes de couleur dans le casting ou... Oui, vas-y, on Oui, continue. Oui, oui. Alors ensuite on a deux acteurs en fait qui ont joué dans Game of Thrones, à savoir Joseph Maul qui lui a 46 ans et qui jouait le frère de Ned Stark, donc Benjen Stark, le tonton préféré de Jon Snow. Hein. Toi qui connais bien Game of Thrones, qui est un peu notre référente Game of Thrones dans le groupe, Anne-Marie, tu veux peut-être en dire quelque chose? Difficile d'en dire grand-chose. Alors Joseph Maul, on le voit dans pas mal de productions britanniques. Hein. Il avait joué dans la série 3 aussi, par exemple, Mmh. qui est sur Netflix. Je pense à cette série-là, mais je l'ai vu dans un tas d'autres trucs. C'est un acteur hyper solide. Je l'ai vu dans plein de registres différents. Donc voilà, aucune inquiétude par rapport à ce qu'il pourra donner sur la série, quel que soit son rôle. Donc pour moi, c'est un bon casting. Ça permet effectivement aussi d'avoir pour la série un lien entre Game of Thrones, qui est quand même la reine des séries, malgré sa saison 8, et Le Seigneur des Anneaux, la série Amazon, qui est appelée à devenir le nouveau Game of Thrones. Là c'est la caution, on dirait entre guillemets, héroïque fantasy pour la série, quoi. Voilà un petit. Voilà. Après Par sa contre, alors, performance je sais dans pas Game of vous, mais je Thrones, trouve qu'il a un petit air de Lee Pace, vite fait, sur la photo en tout cas que j'ai mis sur Facebook. Non, du tout. Ouais. En fait, il y a des rumeurs qui disent qu'il incarnerait Sauron. Hein? Il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait incarner Sauron ou le roi sorcier. Et c'est vrai qu'il a une gueule très charismatique, qui est pas non plus d'un gueule forcément gentil, tu vois. Il a vraiment un côté un peu entre deux, un peu ombre et lumière, je trouve. Je trouve qu'il a une gueule intéressante. Je sais plus sur quelle série je l'avais vu jouer un méchant, mais il est convaincant comme acteur, donc ça peut le faire. Je trouve ça, effectivement, c'est un casting. Ouais, je suis d'accord. Alors l'autre caution Heroic Fantasy qui a toujours joué dans Game of Thrones, c'est Roberto Aramayo, qui en fait lui a incarné Ned Stark jeune. Je sais plus dans quelle saison c'est la 7 je crois, ou la 6 déjà un peu. On le voyait. Je sais même plus. Ouf, alors là, la 6 peut-être bien. On va demander à l'experte. Et l'expert est en train de réfléchir justement, et je crois que c'était effectivement la saison 6. Oui, puisque en fait, il apparaît dans la timeline de Bran, qui était absente de toute la saison 5. On n'a pas vu le personnage pendant une saison entière. Et il revient effectivement dans la saison 6, où il commence à avoir des visions du passé. Et c'est là qu'on a la phase de scène de la Tour de la Joie, où apparaît la version jeune de Ned Stark, qui ressemble aussi bizarrement à Neil Patrick Harris, et c'était assez perturbant. Oui, c'est vrai. Donc voilà, encore une fois, je trouve une gueule un peu intéressante, qui est pas banale. Donc, Markela Kavenag, qui a 26 ans et qui a un petit air de Reese Witherspoon, je trouve. Ouais, un peu, c'est vrai. Reese Witherspoon, qui, je sais pas comment se prononce son nom en fait. Witherspoon, qui a
qui a joué dans Sex Intention. C'est la. Ah oui, je vois Récemment, très elle a bien. Oui, joué oui, oui. dans Big Little Lies. Ouais. Par contre, je pense qu'elle pourrait facilement jouer une elfe. Ah oui. Oui, ça. De bonne gueule, en tout cas. À taper dans l'œil d'Adrien, attention. Non, non, ouais. Alors là, on a la seule actrice du casting, en tout cas à notre connaissance pour l'instant, Qui est rousse. reprend un personnage connu de l'univers de Tolkien, à savoir Morphy Clark, qui a 40 ans et qui est apparu récemment dans la série Dracula de Moffat sur Netflix, et His Dark Materials, ça il me semble que c'est sur HBO, que je dis pas de bêtises, qui incarnera donc du coup Galadriel. Mais elle a Elle a vraiment 40 40 ans, ouais. Ah oui, non, c'est pas possible. Alors, oui, non, sur la photo, ça paraît pas. Et en plus, sur la photo, parce que j'ai vu Dracula de Steven Moffat, et j'ai pas reconnu en fait l'actrice sur la photo qu'on a. Il a fallu que je lise effectivement la légende pour dire ah mais oui, c'était elle qui jouait Van Helsing. Ah bah tu vois. Après, honnêtement, quand vous prenez Kate Blanchett, je sais pas quel âge elle avait à l'époque du Seigneur des Anneaux, voire du Hobbit, je pense qu'elle a entre 40 et 50 ans, elle les fait pas non plus, quoi. Oui, c'est vrai. Ah, à l'époque, elle avait. Elle a 51, donc elle avait 30 ans, ouais. Je pense qu'elle avait la trentaine, ouais, à l'époque. Elle avait 30 ans à l'époque, donc ouais, donc ouais, non, le casting là vraiment pour Galadriel, je trouve qu'il y a rien à dire. Ça, à mon avis, ça le fera. Après, c'est vrai que c'est difficile de repasser derrière une actrice comme Kate Blanchett, en fait. Ah, ça c'est sûr. Enfin, Ça va être compliqué. Après, j'avais rien vu, je ne l'ai vu dans rien d'autre. Moi, j'ai vu His Dark Materials, mais je vois pas quel rôle elle avait dedans, ça ne parle pas. J'ai vu Dracula, et elle était. Enfin, c'était une des raisons qui me fait continuer à regarder Dracula, qui était faible au final comme série, même si elle partait fort. Et c'est une super actrice, quoi. Elle a un sacré charisme. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le rôle de Galadriel, vraiment. Bonne nouvelle, du coup, là. Ouais. Mais je trouve qu'elle va bien, quoi, donc il y a rien à dire. Enfin, Oui, physiquement, on va bien, dire. Ouais. Et puis, même, elle a un charisme. Mhm. Non, vraiment, c'est un excellent choix. Je suis très, très contente de la voir dans ce rôle-là. Ensuite, on a donc Nazanin Boniadi, 40 ans, qui a joué dans Homeland et How I Met Your Mother. Bon, pareil, en fait, ça, je pense que cette actrice-là, au fait, elle fait aussi partie des gens des personnalités du casting qui prêtent un peu à polémique. Quel type un peu. Oui, elle est britanno-iranienne. Ouais. Orientale, on va dire, entre guillemets. Oui, bah, moi je la verrais bien en reine numénorienne, personnellement, mais. Ouais, complètement. oui. Alors, ensuite, on a Owen Arthur, 37 ans, qui a apparu dans une série un peu. Je crois que c'est français, mais ça doit pas être tourné en français, qui s'appelle Meurtre au paradis. Lui, il a plus une tête de Hobbit, en fait. On dirait un peu un Sean Astin, en fait. Quand on le voit. Pas du tout, je le verrais en nain, moi. Ah oui, pareil. Ah, enfin. Un genre de roi de la Moria ou je sais pas quoi. Hein. Ouais, un Dorine ou un truc comme ça, je sais pas. Ouais, voilà. Faut voir avec les perruques et tout ça, mais. Parce qu'il a l'air costaud. Ouais, il a l'air un peu entre trapu et costaud, en fait. Mais c'est possible, un Hobbit, c'est possible. Je crois qu'il faut Ensuite, arrêter avec les hobbits dans la série, on n'en aura pas. Hein. On a Sophia Nomvet, 35 ans. Alors là, j'ai rien trouvé sur elle, en fait, en tant qu'actrice. Dans quoi elle a tourné. Alors c'est sur sa personne que le débat a été le plus virulent, on va dire. Ouais. Mais elle n'a fait aucun travail d'acteur, effectivement, avant la série. Enfin, en tout cas, d'inscrit. Non, mais même d'inscrit, en fait. C'est un peu étonnant. Ensuite, donc Tom Budge, 38 ans, qui lui a joué dans Band of Brothers, l'enfer du Pacifique. Faut que je m'en rappelle. Bah, Band of Brothers, on va dire entre guillemets, moi je sais que j'avais regardé les 2 saisons, j'attendais la deuxième, on va dire le Pacifique, avec impatience. Je sais pas, bizarrement, j'avais moins accroché. Mais, oui, c'était un peu différent, mais oui. Que je vois. Non, bah, il joue un rôle secondaire, donc on le retient pas forcément, mais. Moi, pareil, il a une bonne gueule. Ils ont été dans la continuité au niveau du casting, hein, globalement. On a beaucoup d'acteurs, en fait, anglo-saxons, on va dire, entre guillemets. C'était souvent le cas dans Le Hobbit, etc. C'était des Australiens, des Anglais, des gens qui viennent de Grande-Bretagne. Beaucoup de Néo-Zélandais pour Le Hobbit, hein, vu que des Néo-Zélandais et des gens de Grande-Bretagne. Oui. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais.
Bah, lui, il est quand même assez charismatique, cet acteur-là, je trouve. Ah Oui. oui, il dégage quelque chose, ça c'est sûr. En tout cas sur la photo, après le reste. Alors, j'ai vu Band of Brothers Pacific, mais ça remonte à il y a très longtemps, et je me Non, rappelle il plus. avait un rôle un peu secondaire, donc forcément, ouais. Je sais pas trop. Et enfin, on a Tiroe Muafidine, Qui est kiwi là pour le coup. Qui a 40 ans. qui ressemble beaucoup à un Maori. Ah bah oui, vraiment, c'est le Maori. Mais on a Max Baldry, 24 ans, qui a joué dans la série Rome de HBO, qui était au passage une excellente série, Ouais. qui tiendra le rôle principal, mais bizarrement, on n'a pas le nom du personnage, même son nom de code, rien du tout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah, un bon casting, hein. Jusque-là, après, faut. Ils sont tous charmants, hein. Charmants et charmantes. Mais maintenant, je peux pas te dire si c'est des bons, s'ils jouent correctement ou pas, quoi. Oui, ça c'est un peu le problème. Moi je pense surtout que, bon, c'est vrai que moi, comme je disais tout à l'heure, c'est que je trouve qu'ils ont tous des bonnes têtes de personnages. Et on sent qu'ils ont un caractère. Et quand on regarde le visage, on a des informations en fait. Ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Je pense qu'on aura un avis plus tranché quand on saura quel rôle ils auront, si l'un est ne mine rien, si l'un est un elfe, etc. On les verra en costume au moins. Des en costume avec les perruques, les fausses barres, les trucs. Mais globalement, j'ai un vrai ressenti positif effectivement sur ce casting, personnellement. Ouais, ouais. Bah, moi, il y a les rares acteurs que je connais dans le casting, en fait. Bah, c'est des bons acteurs, en fait. C'est des gens à la fois charismatiques et qui fournissent de Qui bonnes jouent bien. prestations. Donc, je pense que C'est si difficile tout à le casting est dans la même C'est pas ce veine. qu'il joue, en fait. Pardon Ouais. On voyait pour l'actrice qui fait Galadriel, bah on sait dans quoi elle met les pieds et on peut à peu près se dire ok, par rapport à ce que je connais d'elle, ça va le faire, ça va pas le faire. Mais pour les autres, c'est vrai que c'est un peu difficile de se prononcer. Bah du coup, voilà, on fait ce qu'on peut, mais c'est vrai que moi je trouve ça intéressant. Voilà, je trouve prometteur. Après avoir le travail qu'ils vont faire avec de personnages, est-ce que tel acteur ira bien avec tel personnage, ça, on verra la prochaine étape. Donc, on va conclure sur le casting peut-être en abordant rapidement la petite polémique qu'il y a autour des acteurs de couleur. Moi, ce qui me concerne, honnêtement, j'ai pensé en fait dans un premier temps au fait qu'il pourrait s'agir de personnes du Harad, ou simplement le fait que ce soit une île, et donc du coup qui a un grand port, donc qui a beaucoup d'échanges avec des peuples de la Terre du Milieu, donc qu'on puisse voir des gens de couleur en fait dans le casting. Moi perso, ça me dérange pas. Après, je pense que la plupart des gens qui ont pu, qui ont réagi sur la page par rapport à ça, en fait, je pense que c'est pas des questions de xénophobie, mais plutôt en fait de fidélité historique, ou en tout cas au récit. Mhm. C'est vrai que si maintenant on voit un Numénoréen black débarquer dans le Seigneur des Anneaux, la série, voilà, ça peut choquer certains. Voilà. Après, ça n'enlève rien en fait au fait que l'acteur peut être très charismatique ou jouer super bien. En fait. Le truc que je pense par rapport à tout ça, quand on regarde la position de Numénor, elle est très très au sud de tout ce qu'on connaît de l'univers de Tolkien en fait. On est dans une latitude qu'il a quasiment jamais explorée, au moins au niveau continental. On est même chez les Haradrim, donc c'est vraiment des endroits qu'on ne connaît pas. Et puis il y a aussi autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le matériau d'adaptation est très mince. Ça, on l'a dit au début du podcast. Du coup, ils ont un boulevard pour développer d'autres choses dans cet univers de Tolkien et broder et inventer des peuples, inventer des histoires, pour pouvoir justement combler les trous qu'ils ne peuvent pas combler avec le Silmarillion. Donc, il n'est pas complètement improbable qu'effectivement la série aille explorer une partie de l'univers de Tolkien que Tolkien n'a lui-même pas créé. Oui. Et du coup, ça devient assez intéressant et ça ouvre effectivement la porte à avoir effectivement plus de diversité dans le casting, parce qu'on va aller effectivement dans des zones très au sud de la Terre du Milieu, où on va croiser des personnes effectivement noires ou avec des teints de peau qui ne sont pas caractéristiques de ce qu'on connaît de l'univers de Tolkien, qui encore une fois est en fait relativement étroit par rapport. Personne ne connaît en fait la taille de Arda, qui est la planète où se passe toute cette histoire. En fait, on est sur une toute petite portion de cette planète. On ne sait pas ce qu'il y a ailleurs.
rebondis sur ce que tu as dit, Anne-Marie, notamment sur le fait que la série va élargir un petit peu le cadre par rapport à ce que Tolkien a créé. On en parlait tout à l'heure en off. Avec cette portion de carte, par exemple, qui a été rajoutée, qui n'est sur aucune carte dessinée par Tolkien, qui est sur la droite. On a le camp, on a des zones qu'on ne connaît que de nom ou qui ont très peu d'informations, dont on a très peu d'informations, comme le Harad, le Kand, la côte d'Umbar, même tout ce qui est au niveau de Rune, de la mer de Rune et tout ça. C'est des endroits où les populations autres que ce qu'on connaît, par exemple de l'Eriador ou du Rhovanion, ça me choquerait pas de. Il y a les gens des chariots. Ça me pose pas de souci de savoir qu'il y ait des gens de couleurs différentes, surtout que je crois que il y a des déserts dans la région du Harad ou des trucs comme ça. C'est parfaitement logique, quoi. Est-ce que vous avez choqué, par exemple, de voir parce qu'il y a des personnes qui ont fait le parallèle avec le Hobbit où à Lagville, en fait, on rencontrait des personnes de couleur. Moi, perso, en fait, ça m'a pas choqué. Je me suis dit, bon, on est dans une ville pas portuaire, entre guillemets, mais... Lagville, c'est une ville qui est commerciale. C'est le point, comme dit, je sais plus, il y a une réplique dans le film, c'est le point de commerce, la ville commerciale la plus développée de tout le nord de la carte. C'est Rungis. Voilà. Donc il y a du passage, quoi. Dans toutes les grandes mégalopoles cités en fait antiques, il y avait beaucoup de brassage ethnique quand même, comme dans l'absolu. Oui. Et après, ça serait un peu restrictif de dire, en fait, dans l'univers de Tolkien, il n'y a que des blancs. D'ailleurs, oui. Les personnages sont blancs, même si c'est dans un contexte médiéval, etc., et que dans les récits médiévaux, on a souvent affaire à des personnages blancs. Je veux dire, si on ramène ça à un monde entier, pas juste à une région ou quelque chose, c'est normal qu'il y ait que ce soit représentatif un peu de ce qu'on a sur notre monde à nous, en fait. Les gens auraient peut-être eu, entre guillemets, des raisons de râler si ça avait été un Hobbit qui aurait été de couleur. Là, éventuellement, j'aurais pu comprendre le problème. Là, ils savent même pas quel rôle ils vont jouer. Voilà. Moi, l'idée, c'est que moi, au début, de ce que j'ai lu sur certains forums, etc., les gens se plaignent parce qu'ils disent, effectivement, l'univers de Tolkien prend place dans le monde européen médiéval, d'après tous les indices qui ont été laissés, ne serait-ce que les armures, les armes décrites, etc. Donc, le fait d'avoir des personnes de couleur, ça correspond pas à cette histoire. Oui, on peut comprendre ça. Enfin, je sais pas, c'est les justifications qu'ils donnent. Ce qui serait embêtant, c'est par exemple qu'ils mettent des personnes noires par-ci par-là sans justification, qui seraient. Donc moi je considère personnellement que par exemple Numénor, pour moi c'est quelque chose où il y a pas mal d'influences autres que occidentales, parce que ne serait-ce que les noms d'Ar-Pharazôn, des choses comme ça, pour moi ça sonne assez oriental. Donc moi je considère que il y a Lumbar par exemple. Lumbar c'est très au sud. C'est des pirates au Troisième Âge, mais c'est quelque chose qui a été fondé par un Numénorien. Mais peut-être que Lumbar il y avait un peuple qui était là, qui était. Donc, moi je considère que s'il y a une raison, si c'est bien amené, etc. Je trouve que au contraire je trouve c'est pas ça inintéressant. Ce qui peut embêter les gens en fait, c'est le fait de devoir amener de couleur ou d'orientation sexuelle ou autre différente, juste pour répondre à un cahier des charges, on va dire, entre guillemets. C'est ce que je veux dire. C'est ça qui peut en embêter certains. Pas si c'est pertinent dans le choix, dans le scénario, oui. On en avait parlé entre nous en off. Modifier un truc pour faire rentrer un archétype un peu au forceps sur un personnage qui est déjà établi. Comme ça avait pu être le cas sur la série The Witcher par exemple, alors que ça me dérange un peu plus, mais honnêtement, créer des personnages qui ont dans des zones. Par exemple, si Elendil il castait un acteur noir, ça m'emmerderait quand même, parce que ce serait aller contre l'histoire que Tolkien a vraiment écrite. On le voit déjà dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, En plus, non mais je veux dire, c'est ça qui serait embêtant. Si c'est écrit, s'il y a un personnage qui est, pour moi, Ar-Pharazôn. Moi dans ma tête je suis jamais représenté comme un occidental en fait, là vous avouez. Non le nom en fait, c'est parce qu'en fait ils reprennent, on en discutait tout à l'heure avec Anne-Marie, leur nom en Adonai. Pardon?
Adounaïk, c'est le nom de la langue. La langue des Numénor, en fait, pas la langue des Numénoréens. Alors qu'avant, en fait, ils avaient des noms en elfique. Voilà, donc Voilà. c'est quand même une orthographe, une sonorité qui n'est pas spécialement occidentale. Donc pour moi, je suis toujours imaginé comme étant, ça fait penser à Pharaon, du coup, égyptien, etc. Mais C'est une des sources d'inspiration de Tolkien pour la civilisation numénoréenne, c'est l'Égypte antique. Et d'ailleurs, l'Adounaïque, À l'Atlantide il a basé, antique. entre autres aussi, mais ouais, tranquille aussi. l'Égypte Donc- antique a été une source d'inspiration. Et l'Adounaïque est une langue qu'il a basée sur les structures des langues sémitiques. Donc on est effectivement sur quelque chose de plus, entre guillemets, orientalisant que Mais ce même- qu'il a pu créer pour le Nord. Même si ça avait été un peu inspiré de l'Atlantide, je pense quand même que les gens sur enfin entre guillemets de l'Atlantide, c'était des gens qui étaient plutôt mat de peau, quoi, enfin méditerranéens. Oui, les Méditerranéens, ça, c'est sûr. Non, mais voilà, globalement, je pense que, bon, quand même, il me semble quand même que voilà, tout ce qui est numénorien, la lignée des rois, pour moi, voilà, c'est plutôt des Occidentaux. Parce que voilà, c'est comme ça qu'ils ont été représentés, comme ça qu'Aragorn, etc. Enfin voilà. Mais je pense qu'il y a une population, ne serait-ce que Umbar ou Pélargir, voilà, ça peut être très facilement plus mat de peau, je sais pas. Enfin voilà, pour moi, c'est pas. Ça me dérange pas du tout, quoi. Il faut que ce soit bien amené. Ça me choque pas. Oui, voilà, Faut pas que exactement. ce soit un machin gros comme une maison qui dit voilà, on vous le met comme ça parce que voilà. Enfin, Quand on voit déjà les descriptions des Gondoriens, ils sont décrits comme étant un peu plus mat de peau que les autres personnages qu'on trouve plus au nord. Hein. Oui, Déjà, chez Tolkien, c'est une civilisation qui est un peu plus méditerranéenne, entre guillemets. c'est vrai. Donc voilà. Oui, la côte, tout ce qui est sur la côte du Belfalas. Voilà. Alors, je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc, les gens pensaient que voilà, rajouter des personnes noires ou plus colorées, entre guillemets, était une trahison à l'univers de Tolkien. Je crois qu'il faut bien poser la chose. C'est pas une trahison à l'univers de Tolkien. L'univers de Tolkien, il n'est pas blanc à 100%. La preuve, Tolkien a créé des royaumes, des races qu'on ne voit pas. Des races, excusez-moi, c'est vraiment... voilà. Il a créé des royaumes étrangers qui sont pas blancs du tout et qui sont décrits comme tels. C'est pas parce qu'il a concentré son regard sur une partie de cet univers et que cette partie de l'univers est blanche parce qu'il la voyait comme une sorte de recréation d'une mythologie de l'Europe occidentale, que son univers est par essence blanc. Non, c'est faux. C'est juste que le point focal qu'il a placé était sur des populations qui étaient inspirées de l'Europe. Et donc, du coup, effectivement, des populations blanches. Ça ne veut pas dire que son univère soit blanc. Oui, c'est sûr. Moi, le truc qui m'a rassuré, en fait, quand même, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai lu dans les commentaires, je me suis dit, oula, on a des lecteurs qui sont un peu xénophobes. Voilà, ça fait un peu peur sur le coup. Après, en fait, j'ai vu un commentaire qui disait est-ce que vous avez vu Matt Damon qui joue dans les Trois Royaumes, en fait, en gros, dans un univers très très asiatique, en fait, il y a un blanc qui traîne là, on se demande pourquoi il est là. Et là, je me dis, ah ok, d'accord, c'est juste vraiment des gens qui tiennent à une certaine fidélité à un univers ou à une fidélité historique. Donc, du coup, pour ce côté-là, c'est rassurant en tant qu'administrateur de la page, en fait. Je pense que du coup, on a fait le tour du casting et de la petite polémique qu'il y avait autour. On va en venir on va un peu conclure, on va dire, entre guillemets, en parlant de nos craintes, nos espoirs, de ce qu'on imagine, en fait, pour la série. Honneur aux dames, avec Anne-Marie. Nos craintes, nos espoirs, etc. pour la série. Voilà, ce que tu imagines, ce que tu aimerais voir pour la série. En fait, je suis... Comme je l'expliquais au tout début dans ma présentation, j'ai commencé à lire Tolkien vachement tôt, j'avais 12 ans. Donc c'était bien avant que le film sorte. Et j'ai 37 ans pour donner comment dire, une échelle d'âge pour voir. Donc c'est vrai que quand les films sont arrivés, j'étais hyper prudente par rapport à tout ça parce que c'est un bouquin que je relis une fois par an depuis que j'ai 12 ans. Donc j'ai un Seigneur des Anneaux mental, on va dire. Une façon de voir l'histoire, une façon de voir les personnages. Et du coup, c'est vrai que quand les films sont arrivés, j'entretiens d'ailleurs toujours un rapport assez conflictuel avec les films. Il y a des choses que j'adore dans le travail de Peter Jackson et des choses que j'aime beaucoup, beaucoup moins. Et pour la série, j'ai un peu cette même attitude-là, c'est-à-dire que je suis prudente. Je m'enthousiasme pas. Et en même temps, voilà, j'essaye de me dire, bon, voilà, il va falloir que tu sois tolérante. Alors après, l'idée, c'est que comme effectivement le matériau de base adapté est mince, malgré tout, et qu'ils n'ont pas de possibilité de piocher dans le Silmarillion,
on va partir sur quelque chose d'un peu différent. On va sans doute avoir des storylines qui vont se développer, qui n'ont jamais été écrites par Tolkien. Et on sera dans cet univers-là. Donc moi, ma crainte, ça va être un petit peu le côté de dépaysement, entre guillemets. On est chez Tolkien, mais en même temps, on n'est plus du tout chez lui, parce qu'en fait, on est dans des pièces de la maison qu'il n'a jamais décorées. Et qu'il a à peine terminé de construire. Ça pourrait ressembler un peu en fait à Star Wars, on fait encore une fois le parallèle avec la saga, mais en fait George Lucas avait créé la première trilogie, et après en fait il y a eu tout un univers étendu qui a été créé autour. Bon, il y avait des bonnes choses et des mauvaises choses, et il y a même des choses qui sont devenues, comme ils appelaient ça, canon à l'époque. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été des séries dérivées, etc., qui font partie de Star Wars, qui sont au moins tout aussi bonnes que l'univers, parce qu'en fait ils sont vraiment bien appropriés les codes et ils ont encore un peu enrichi le lore, quoi, en fait. Après il faut pas être non plus comment dire, le littéraire élitiste qui veut pas, qui comprend pas le concept d'adaptation. On avait souvent le cas sur le Hobbit, en fait, parce que le Hobbit a beaucoup brodé, été récupéré des matériaux à gauche à droite, ils ont inventé beaucoup de choses. Ouais, Donc, en fait, ils ont il faut se dire inventé que c'est une adaptation et que du coup, même s'il y a des choses qui n'existent pas de base dans les livres, du moment que c'est pertinent et bien amené, en fait, moi perso, ça me pose pas de problème. Oui, voilà, mais je préjuge pas de la qualité de la série, parce de toute façon, on la connaît pas encore pour l'instant. C'est juste que voilà, je sais pas trop comment aborder en fait cette série et ce qu'elle a l'air de commencer à être. Voilà, pour l'instant, c'est un peu impalpable, on a très peu d'infos et du coup, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Donc d'un côté, ça pourra être super, comme d'un autre, je pourrais me sentir peut-être vraiment trop sur la touche, entre guillemets. Oui, déjà, quand on aura des photos de production, on va dire de gens en costume, etc., on commencera peut-être à avoir une idée un peu plus précise et à être rassuré ou à vous s'inquiéter au contraire. Exact, ouais. C'est vrai que ça va être déterminant, je pense, le premier look qu'on va avoir de cette série. Et est-ce qu'on se sent dans quelque chose de familier ou est-ce qu'on est complètement dans autre chose? D'ailleurs, c'était quelque chose qui m'avait un peu gêné quand la série avait été au début du développement. Justement, qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient rester dans les clous visuels du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Ça me gênait un peu parce que je me disais, c'était peut-être l'occasion de sortir quelque chose de nouveau, d'avoir un regard différent sur cet univers. Alors maintenant, je comprends la nécessité de garder la cohérence visuelle, parce que justement, ils vont raconter quelque chose de nouveau et de très différent, je dirais, dans le texte. Donc il faut visuellement créer des points de raccord pour que les gens aient pas l'impression que dans un truc qui n'a strictement rien à voir avec leur Seigneur des Anneaux. D'accord. Guillaume, du coup? Oui, alors qu'est-ce que j'espère? J'espère déjà un truc qualitatif. J'espère voir J'aimerais beaucoup voir le forgeage des anneaux de pouvoir, toutes les machinations que Sauron peut faire sous sa forme elfique. Après, moi, Numénor, tout ça, j'étais un peu passé à côté, enfin, entre guillemets. Ça m'intéresse de voir ça à l'écran, toute l'étendue du peuple numénorien, tout ça. La Moria, à l'époque de sa splendeur, ça me plairait beaucoup de voir ça. Qu'est-ce que j'aimerais pas voir? Un Game of Thrones bis repetita, quoi. Une Toriel. Une Toriel. Voilà. Mais je pense, après ce qu'on disait, enfin moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette partie de cartes qui a été créée. S'ils l'ont dessinée, c'est à mon avis, c'est pas pour rien. Honnêtement, j'aimerais bien voir des zones un peu autres aussi que l'Eriador, le Rovagnon, le Gondor. Partir sur le Harad, le Khand, cette partie du Rune qu'ils ont dessiné, ça me plairait bien de connaître un peu des zones où on n'a pas déjà une vision très, très arrêtée, quoi. Après, honnêtement, ce qui est bien avec le format série, c'est que contrairement aux films, même si les films, en tout cas le Seigneur des Anneaux, sont des films excellents, on aura la possibilité vraiment de développer, et même si on vient plus tard, je reste sur mon hypothèse de base, à refaire le Seigneur des Anneaux, si vraiment la série dure très longtemps, au moins ça complétera, ou en tout cas on aura une vision plus proche du Seigneur des Anneaux, avec peut-être un Faramir qui est comme il est dans le livre, pas comme il est dans le film, qui n'a rien à voir, voir les garçons d'Elrond, des choses comme ça en fait.
ou même simplement des trucs qu'on a pu voir en fan film, genre Band of Hope avec la Arathorn, et puis Oui, voilà, des histoires qui n'ont pas été développées. Tom Bombadil, des trucs comme ça. Ah, Tom Bombadil, ils sont pas obligés, hein. Perso, j'ai un peu de mal Ah avec ça. Ouais. Mais bon. Après, Tom Bombadil, le problème, c'est que le seul acteur qui aurait pu le jouer, il n'est plus parmi nous. Donc, Qui, Robin Williams? Ouais. Ah ouais. Je vois que lui. Je suis navré. Avec son petit air joyeux et tout. Ah ouais. Mais après, ouais, non, du coup, ouais, je pense que le format série, moi je suis vraiment content qu'ils aient opté pour ce format-là, qui permet vraiment de développer l'histoire. Ce que j'aimerais bien voir en ce qui me concerne, ouais, c'est voilà, ce qu'on a pu voir dans Band of Hope, donc la naissance d'Aragorn, quand il a été confié à Elrond, la prise de Minas Ithil par le roi sorcier. C'est vrai que quand je lisais les Impadis, les premiers temps en fait, je dois vous avouer, lors de ma première lecture du Seigneur des Anneaux, quand je voyais les Impadis, je me dis, oh, c'est encore des trucs relous, un peu comme on avait dans le Hobbit en fait. Avant de lire le Hobbit, honnêtement, il y a toute une des Impadis qui parlent de l'herbe à pipe des Hobbits. Oui. J'ai commencé à lire cette partie-là, honnêtement, je sais plus quel âge j'avais quand j'ai lu ça, j'étais quand même assez jeune, ça m'a vite saoulé. Et du coup, quand j'ai lu les Seigneurs des Anneaux la première fois, la partie Impadis, je l'avais pas vraiment lu. Et je m'y suis intéressé plus tard, et je me dis, en fait, finalement, il y avait des pépites. Notamment ce qui a été utilisé pour le Hobbit, la bataille des Anneaux bizarres, des choses comme ça. Honnêtement, j'ai regretté de ne pas l'avoir lu plus tôt. Donc, et là, finalement, mine de rien, même s'il y a des moments où c'est pas très développé, il y a beaucoup d'événements quand même qui se passent au deuxième âge. Et même simplement des choses qui se passent au troisième âge, mais qui n'ont pas été développées dans le Seigneur des Anneaux. Parce qu'il y a possibilité de tenir assez longtemps et de développer pas mal de choses en fait. Donc je sais pas si on a retrouvé Adrien entre temps. Je suis là, mais j'ai pas le micro. Right on time. Ah, le voilà. Mes attentes, mes craintes. Bah, moi, c'est vrai qu'au tout début, je me suis dit, bon, c'est super, ils font une série, mais ça sent le truc qui est uniquement commercial, qui va juste être là pour être. Pour vendre le nom Seigneur des Anneaux, etc. Mais après avoir relu la chronologie du montage, je me suis dit, mais il y a quand même pas mal de trucs qui ont l'air. Pourraient être fous, quoi, s'ils sont bien représentés. Notamment, je pense effectivement, comme disait Guillaume, à la Moria. C'est parce que en fait, le montage, c'est le moment où la Moria est au top de sa puissance, quoi. C'est vraiment plein à craquer. Enfin, c'est vraiment le. Bon, c'est peut-être le moment où il trouve le Balrog aussi. Peut-être qu'on aura. Je sais plus si le Balrog. Non, il trouve plus tard, peut-être. Je sais plus. Non, il trouve plus tard, je crois. C'est plus tard. C'est quand les filons de Mithril commencent à s'épuiser. Oui. Ils vont plus profond, c'est un peu plus tard. Donc là, le Balrog, on l'aura pas encore, mais je veux dire, voir la Moria comme ça, au fait de sa puissance, ça peut être complètement mythique. Donc voir la construction, par exemple, de Pélargir, enfin des ports qui sont au sud, voilà, ça peut être pas mal. De voir Numénor déjà, dans un... S'ils font un bon machin, pas un vieil bouilli dégueulasse, ça peut faire un truc superbe. S'il y a des beaux décors... Oh, je pense, ouais. Ouais, ça peut être dingue. Il y a Sauron qui fait pas le truc, là, ne serait-ce que le forgeage des anneaux, il peut faire quelque chose d'absolument mythique, hein. Une construction voilà avec Sauron qui joue le rôle voilà de conseiller mais en même temps qui forge dans ce côté. Il peut y avoir quelque chose de vraiment extraordinaire visuellement et puis en termes de scénario. S'ils le font bien, ça peut être vraiment sympa. Alors je sais pas s'ils feront la bataille d'Agorlad, mais bon, je pense que si, mais tout ça on verra plutôt à la fin de la série, j'imagine. Il y a beaucoup de batailles qui ont l'air qui pourraient être vraiment ne serait-ce que la bataille de la Moria en fait, hein, qui se fait un peu envahir par Sauron. C'est un épisode assez intéressant parce qu'Elrond est impliqué en fait, donc il peut y avoir des choses intéressantes entre les nains, Elrond et puis Sauron derrière qui pousse quoi. Donc moi je me dis si je finis juste, hein, si ils font ça bien, ça peut être vraiment quelque chose de vraiment épique. Vous pensez pas que la série en fait arrive au bon moment en fait, parce que je pense qu'il y a quelques années avant qu'il y ait Game of Thrones qui sorte, on nous aura annoncé une série Heroic Fantasy à la télé. On aurait pensé qu'il n'y avait pas les moyens techniques entre guillemets pour réaliser une série assez fidèle, ou en tout cas avec des effets spéciaux de qualité pour pouvoir représenter un univers aussi riche. Ouais. Et après avoir vu des séries comme Game of Thrones et même globalement les séries là, de ces dernières années, en fait, on a des séries à gros budget qui franchement déméritent pas d'un film. Par exemple, on voit Game of Thrones, globalement, après, on aime ou on n'aime pas la dernière saison, mais globalement, les effets spéciaux, les costumes, des trucs comme ça, c'est digne d'une production cinématographique. Oui, si, ça, parce qu'on sait que ça peut ressembler à quelque chose de bien, quoi. Ouais.
C'est Je veux l'avantage. dire, moi, je vois Game of Thrones, je vois le Seigneur des Anneaux. Je trouve que visuellement, la série a pas à rougir, en fait. Je veux dire, Ah oui, non, bien sûr que non. c'est. Ça- Ouais, non, voilà. Donc, du coup, c'est. En plus, on sait que Amazon a les reins solides financièrement parlant, donc du coup, je pense qu'ils. Voilà, ils vont pas y aller avec le dos de la cuillère, surtout si c'est leur série fer de lance, on va dire, entre guillemets, de leur service de streaming, quoi. Et sinon, en termes de crainte, il y a un truc qui me fait très peur, c'est que le Seigneur des Anneaux, c'est très complexe, quoi. Il y a déjà énormément d'attentes monstrueuses comme il n'y en a jamais eu avant, je pense, enfin, dans la plupart des projets. Je me dis que s'ils font une erreur à un endroit où il faut pas, ça peut être une catastrophe, quoi. Ouais. S'ils font un mauvais ça, c'est casting pour, je sais pas, pour Elendil ou pour, je sais pas quoi, pour Sauron, tu fais le mauvais casting, c'est terminé, quoi. Ta série, c'est compliqué, quoi. Faut la rattraper. À la différence d'un film, en fait, tu peux changer en cours de route ou tu peux, tu vois. Oui, mais alors. Ça arrivait même dans Game of Thrones qui change d'acteur, en fait. Ouais, mais pas sur les acteurs principaux. Ouais. Comment il s'appelait, Dario Naharis, un truc comme ça. Ouais, mais c'est un personnage qui est secondaire. Ça aurait, ils auraient changé Daenerys Oui, au milieu de série, ça aurait été dramatique. Hein. Comme je disais, par exemple, Sauron, c'est un personnage en fait qui peut prendre l'apparence qu'il veut. Donc Ouais. si maintenant, du coup, du jour au lendemain, il change un peu de tête, Ah, voilà, quoi, tu sais. ouais, James Ouais, Bond, comme ça. James Bond aussi, il peut le faire, ça, mais enfin bon. C'est vrai, Ah j'aime ouais, bien. je disais Sauron, mais ça fait les tournois, tu vois. Si la série commence à partir dans un scénario qui commence à s'écarter, tu vois, vraiment de la s'il commence à partir Bah, d'un déjà- truc, ça trache plus au Seigneur des Anneaux, tu vois. Moi, ce qui me fait peur, ce qui est un des trucs les plus complexes sur le Seigneur des Anneaux, c'est la mythologie. Si il commence à parler quand même des Valar et tout ça, j'ai peur que trop s'étendre dessus, tu vois, ça soit pas très bon non plus. Par exemple, hein. Parce Je crois que, que les oui, Valar, je ne sais pas si dans les appendices, ils en parlent en fait, pour te dire, ou très très vaguement. Donc je pense pas qu'ils Ouais, vont c'est- s'étendre là-dessus. En fait. Star Wars, la deuxième trilogie, là, les grosses erreurs qu'elle a fait, c'était les midi-chloriens. C'était un peu, si tu veux, c'était un peu dépoussiéré, enfin, donner des explications là où il en fallait pas. J'espère Ouais. qu'au Seigneur des Anneaux, ils vont pas faire cette erreur, tu vois. Oui. Commencer à rajouter des trucs. La terre du milieu. Ouais. En fait, Gandalf, Ouais. c'est des midi-chloriens. Enfin, c'est Voilà. Ouais. Saruman, il en avait plus, après, il en avait moins. non, bah voilà. Mais ouais, globalement, moi, j'attends de voir quand même les premiers visuels, parce que là, comme ça, l'équipe qu'ils ont réunie, en tout cas l'équipe technique, c'est plutôt rassurant. Mais comme j'ai dit, bah, pour Star Wars, ils avaient une bonne équipe technique, ou en tout cas, sur le papier, ça avait l'air bien, et dans la réalité, bof. J'attends quand même de voir les premiers visuels, déjà, en tout cas, ou les premières bandes annonces, pour me faire une petite idée, ou en tout cas des petits making-of, quelque chose qui. Un support, quoi, en fait. Parce que là, pour Ouais. l'instant, on est que sur on dit des rumeurs, voilà, y a pas. On n'a pas encore grand-chose, même en termes d'informations tout court, en fait. Mais est-ce qu'ils vont faire du teasing comme on avait pu avoir sur le Hobbit à la Peter Jackson avec des vlogs ou des trucs comme ça ou des images de production Sur Game Ça, of Thrones, je suis pas sûr. Hein. Sur Game of Thrones, il y avait des genres de petits vlogs, non Ouais, c'était non. après les épisodes, pour le coup. C'était après. Ouais. C'était Ouais. après, ouais. Voilà, peut-être qu'ils vont le faire en avant pour montrer sur le plateau comment ils bossent. Avec, genre, tu verras vite fait, il faudra faire un arrêt sur image pour voir certains costumes. Et là, on sera. C'était la bonne époque. Et tout. Enfin voilà. Mais bon, voilà, donc le tournage reprend petit à petit. Enfin, la Nouvelle-Zélande est déconfinée maintenant. Donc le tournage Ça, je sais reprend. pas. Alors, elle est déconfinée, mais pas, après, en fait. c'est que si t'es pas néo-zélandais, tu peux pas rentrer en Nouvelle-Zélande. C'est un peu emmerdant. De ce que j'en sais. Mais voilà, je crois que la production reprend. Mais il me semblait que les épisodes pilotes étaient déjà tournés, non? Ah, je sais pas. Il me semblait. Non, l'épisode, ils avaient commencé à le tourner, en fait, et ça a été coupé. Ils avaient renvoyé quasiment tout le staff chez eux. Et là, ils ont repris. C'est quoi J'avais publié la news 2-3 semaines, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Un peu plus. Ouais. Mais ils ont pris petit à petit, quoi. Mais donc voilà, donc. Et je pense que maintenant, on risque d'avoir un peu plus d'infos, même en tout cas au moins sous forme d'articles, dans un premier temps. Pour voir quelques visuels. De toute façon, la série ne sera pas diffusée avant 2021. Ouais. Et puis voilà. De toute façon, ils vont nous fournir quelques images, ne serait-ce que pour assouvir notre soif. Enfin, en même temps, c'est logique que ce soit pas avant 2021, parce que bon, s'ils ont à peine commencé, donc ça veut dire qu'ils ont fini la pré-prod, ils ont à peine commencé à tourner le double épisode pilote, même s'il n'y en a qu'une dizaine à tourner, après il y a toute la post-prod derrière.
ouais, il y a du taf encore quand même. Ouais. Ah oui, Donc, ça, c'est sûr. voilà. Mais bon, ça commence déjà depuis. Ça a commencé, ils ont déjà annoncé. Ça fait 2 ans qu'ils ont annoncé la série, quelque chose comme ça. 2019. Moi, ça fait un petit moment qu'on est au courant, et mi-2019, c'est là qu'il y avait eu la petite vidéo, il me semble. Ouais. Quelque chose comme ça, oui. Oui, c'était ça, ouais. Mi-2019. Au début, c'était annoncé comme ça, donc après, on sait jamais, surtout au début, quand il n'y a rien de très très concret, ça peut sauter, etc. Mais là, ouais, finalement, c'est. Ouais, on est sur de. Pourtant, nous, en tout cas, on sera présent pour décortiquer l'actu autour du film, et puis, si besoin, en faire un podcast ou un live. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Là, non. Non, pour l'instant. Honnêtement. Il y a juste quelque chose qui m'est revenu à l'esprit, mais la série n'a pas encore de compositeur officiel. Voilà. Il y a une rumeur persistante qui dit que Jeremy Saul, qui travaille surtout pour le jeu vidéo, pourrait travailler dessus, mais c'est plus lié au fait qu'il a, il a demandé sur son Twitter à ses abonnés sur quel projet ils aimeraient le voir travailler. Et la série Le Seigneur des Anneaux est ressortie massivement, donc il s'est un petit peu positionné. Il a composé les musiques de quel film, de quel jeu, pardon, du coup? Alors, il est très connu pour son travail sur la série The Elder Scrolls, le fameux thème qu'on entend dans Oblivion, dans Skyrim. Ah oui. The Elder Scrolls Online aussi, c'est lui. Est-ce que le risque, si quelqu'un passe derrière Howard Shore, en fait, c'est d'essayer de pas copier, mais de s'inspirer de son style, parce que aussi je pense pas. Dans une certaine continuité musicale, en fait. Je pense pas. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, pour le moment, personne, en fait, ne travaille officiellement en tant que compositeur sur la série. Pour l'instant, voilà. Jeremy Saul, ce n'est qu'une rumeur. Autant le Seigneur d'Anneau, il y avait beaucoup de thèmes qui marquants. Autant je trouve sur le Hobbit, qui m'ont vraiment marqué, en fait. Le gros problème, c'est que dans le Hobbit, déjà les films ont été montés un peu à l'arrache, donc ils ont réutilisé des pistes du Seigneur des Anneaux pour mettre dans le Hobbit, et n'ont pas beaucoup utilisé les thèmes originaux qui ont été composés. Howard Shore, il a composé un thème pour Bilbo, pareil, qui apparaît au début du premier film, et qui ensuite a été complètement squeezé pour recaser, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, le thème de la communauté qui apparaît très souvent dans le Hobbit, alors qu'il n'a pas grand-chose à faire là finalement. Je pense que c'était pour une sorte de confort auditif du public, pour leur dire, voilà, vous connaissez la musique, c'est le thème de la communauté de l'anneau, on vous le recase à toutes les sauces dès qu'il y a des moments où les gars, ils font un petit peu, des trucs de groupe. Pour moi, c'était un petit peu dommage. Et pourtant, des thèmes originaux ont été composés, mais pas utilisés au final, à la fois pour des raisons de rapidité du montage et de livraison du film en salle. Clairement, il y a eu aussi ça qui a joué, et Howard Shore, il n'avait pas le temps d'enregistrer toutes les pistes avec orchestre comme il fallait. Et puis, parce que aussi, je pense qu'ils ont voulu la jouer un peu sécure sur plein de plans, et ont préféré recaser des choses que les gens connaissaient plutôt que de nouvelles compositions. C'est un petit peu dommage. D'accord. Donc, je pense qu'on va conclure. On va vous remercier de nous avoir écoutés. Et en espérant vous lire nombreux dans les commentaires, lire vos réactions, etc. Dire ce que vous avez pensé de ce premier retour, on va dire, entre guillemets, et éventuellement nous donner votre avis sur le format. Donc, est-ce qu'on préférait un podcast bien monté, etc., qui va un peu plus à l'essentiel, ou un live, en fait, entre guillemets, où vous pouvez intervenir, mais qui, du coup, a tendance à être un format un peu plus long. David, oui. Ce sera sur YouTube ? Oui, je pense qu'on va publier ça sur YouTube. Alors, on va faire le YouTubeur. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un pouce bleu. Aïe, aïe, aïe. D'avance, merci. Et envoyer de l'argent sur mon compte PayPal. Vous pouvez devenir membre premium. Non, je rigole. Avec des émotes exclusives, avec la gueule de David. Voilà. Je vais pas gâter les enfants. Bon. Sur ce, à bientôt, et puis merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Merci d'être resté jusqu'à là. Merci d'être resté jusqu'à aussi longtemps. Prenez un sandwich la prochaine fois, ce sera peut-être. Voilà. À bientôt. Bientôt, ciao, ciao. Salut. Au revoir.